Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission consacrée à l'entraînement en salle, les sports de force et la préparation physique en général. Aujourd'hui, on a un invité particulier qui remplace Victor qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous pour cette émission. Donc je me fais le plaisir de vous présenter Pierre. Salut Pierre. Bonjour à tous, c'est Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à Trésor aussi qui est toujours là, fidèle au poste. Toujours. Donc on a invité Pierre dans cette émission pour vous parler un petit peu du système de santé, la kinésithérapie en particulier, parce qu'il a un retour d'expérience à nous faire et on estimait intéressant d'aborder le sujet pour vous expliquer un petit peu les points à critiquer si jamais vous avez affaire à des professionnels de santé et que vous estimez qu'ils ne sont pas à la hauteur des services que vous leur demandez. Donc c'est ce qu'on va aborder avec Pierre plus tard, mais on va commencer d'abord avec une petite actu, parce qu'en fait il y a une compétition très importante qui se prépare, et on voulait débattre un petit peu à propos de ça pour savoir si ça pouvait changer nos disciplines. Il s'agit de Sheffield, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait SBD, la marque phare, l'équipementier phare de force athlétique, organise une compétition avec les meilleurs athlètes en force athlétique au monde, et on a 4 Françaises qui participent. Vous avez vu passer l'info ou pas? Très honnêtement. Moi non, Pierre en tout cas, moi faudra qu'on reconnaisse nos voix, parce que avec Trésor, il a une voix grave, moi pareil, je suis un peu malade, donc mais non, moi j'en ai pas entendu parler, parce que déjà je suis pas forcément intéressé par la force athlétique, mais en tout cas ça a l'air d'être une belle compétition, puis en plus on a des Françaises, donc ça fait plaisir. Ouais, non, c'est ça en fait. Le but de cette compétition, c'est de réunir le meilleur niveau et puis de voir un peu ce que ça donne. Et on est content d'avoir des Français qui représentent notre sport, notre niveau à l'international. Et en fait, ce qu'on se demandait, c'est est-ce que ce genre de compétition, ça peut sauver la discipline de la niche dans laquelle elle est bloquée? Est-ce que vous pensez que ce genre d'événement peut créer un petit peu plus d'engouement et donner plus de visibilité à ces sports-là? Donc on parle de force athlétique, mais ça peut aussi concerner le street lifting, ou même l'haltérophilie qui est plus qui est plus installée, on va dire, parce que c'est un sport historique olympique, mais qui perd un peu en popularité. Est-ce que ce genre de show, vous pensez que ça peut aider ces disciplines-là? Moi je pense que oui. Parce que notamment pour le non-initié, c'est vrai que c'est à regarder une compétition de street lifting ou même de force athlétique, c'est assez monotone, puisque c'est, on va dire, une accumulation de passages, donc de lift, et c'est vrai que c'est pas forcément très ludique. Mais je pense que c'est un facteur qui va pouvoir vraiment mettre en avant ces disciplines, mais je pense que déjà on peut quand même le notifier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, notamment françaises et français, qui par leur performance et notamment sur les réseaux sociaux, permettent déjà d'augmenter un peu la visibilité de ces disciplines. Donc je pense que ça va rajouter quand même une visibilité, puisque ces athlètes-là vont participer, certains de ces athlètes vont participer à cette compétition. Donc, mais c'est vrai que je pense que ça peut apporter quelque chose de ludique, parce que pour le moment c'est vrai que c'est compliqué, il faut l'avouer, à regarder. Même nous qui pratiquons cette discipline-là, on regarde pas forcément les compétitions. Bon, moi je regarde ponctuellement l'haltérophilie et la force athlétique quand je connais des athlètes, mais sinon c'est vrai que c'est pas ultra intéressant à regarder. T'as déjà regardé une compétition complète? C'est compliqué parce qu'en haltérophilie par exemple, il y a beaucoup de catégories. Ouais. Il faut se dire, les championnats du monde d'haltéro, ça dure 2 semaines. Tellement il y a de catégories pour hommes et femmes. Ouais, c'est ça. En haltéro, il n'y a que 2 mouvements, mais imaginez un petit peu là, en street lifting, quand il y a 4 mouvements. Ouais. Non, c'est trop. Toi, Pierre, tu regardes pas mal de sports à la télé. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce que tu regardes? Est-ce que c'est l'aspect de jeu? Est-ce que c'est l'aspect de confrontation directe? Déjà, ouais, il y a tout ce truc de... Déjà, il y a un objectif, finalement, même si en force athlétique, je pense qu'il y a un objectif, puisque c'est de soulever le plus de poids possible. Mais je sais pas, je trouve pas ça hyper divertissant, parce que, bon, finalement, on se retrouve face à des gens qui viennent, s'installent, soulèvent un poids, repartent, et ça, on continue sans arrêt. Ouais. Alors que quand je vais regarder un match de foot, un combat de boxe, un combat de MMA, il y a un objectif final, et genre au bout de... l'enjeu est plus facilement compréhensible. Au bout de 90 minutes de foot, il y a un vainqueur, il n'y a pas de vainqueur, il y a combat de MMA, boxe, pareil.
Là, finalement, on en vient, comme tu dis, attendre 2 semaines pour avoir des vainqueurs sur la catégorie poids lourd, parce qu'il a soulevé 200 kilos le lundi, 300 kilos le mardi. Et c'est compliqué. C'est un peu long. Ouais. C'est compliqué. Ouais, donc je pense fondamentalement, ces disciplines-là, elles gagneront jamais énormément en visibilité. Sauf si on s'inspire peut-être en Europe des shows à l'américaine. C'est Peut-être plutôt pour, populaire, le strongman, je pense Ouais. plutôt. Peut-être pour les pratiquants même, parce que je suis pas convaincu que tous les pratiquants de power ou de street regardent forcément toutes les compétitions. Non, ça, je peux t'assurer que Ouais, non. bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, déjà, si les pratiquants eux-mêmes commençaient à regarder, peut-être que ça avancerait un petit peu, quoi. Ouais, mais comment on peut faire, nous, pour. Enfin, nous, imaginons, on essaie d'organiser une compétition pour ce genre de discipline qui nous plaise. Comment on fait, du coup, pour essayer de rendre ça un peu plus intéressant si jamais on veut filmer ça sur Tu Twitch, fais- par exemple? Tu fais comme le Super Bowl, hein. Tu prends un Tu sport fais un show. pas très intéressant et tu fais un show Un de show, fou. ouais. Ou alors faudrait limiter Le le nombre Super de Bowl, passages. c'est pas très intéressant. Le nombre de passages. Parce que... Ouais. Mais bon, c'est compliqué. Mais c'est Limiter vrai le nombre que- de passages, t'as dit? parce que 3 passages, Ouais. c'est 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 long. chiant. C'est long. Non, mais après, les épreuves sportives un petit peu abstraites, ça fonctionne aussi. Si on regarde des shows un petit peu plus de télé-réalité, il y a des gens que ça intéresse, etc. Mais le format est un peu différent. Il y a quand même des exercices avec des démonstrations de force. Est-ce que... enfin, si on pense au CrossFit, le CrossFit, c'est... Netflix, hein. Netflix, ils ont sorti un truc Ouais. avec des 100% mecs- physique, ouais, t'as regardé? Bah, j'ai Ouais, pas regardé. Moi, je l'ai regardé, je trouve ça Ouais, incroyable, j'adore. J'aimerais ouais trop Bah, avoir voilà. ça en France. Et bah, ils en parlent après, à voir si ça va se faire, mais et avec les guests qu'ils ont. Et je lui dis, plus ou on aurait moins pu faire annoncés. l'actu sur ça, mais c'est trop intéressant en fait, parce que 100% physique, ça regroupe l'élite physique de Corée du Sud. Et donc, on a des champions olympiques, on a des influenceurs fitness, on a des mecs de l'armée, des pompiers, il y a vraiment de tout. Ouais, Et moi, pourrait ça, être en intéressant. France, vraiment, je paye pour avoir ce programme en France. Si on a un truc qui regroupe les Cyril Gann, Kevin Mayer, tous les meilleurs sportifs, même les plus... On a pas mal de gars sur les réseaux connus, les Hatton, tous les anciens des forces spéciales. Ça Attends, peut être trop... fort. Ça peut être trop intéressant de voir un peu ce que ça donne physiquement. Moi, je trouve ça super ludique. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de contenu. Je sais pas si vous êtes sensible à ça, mais moi, si on met un haltérophile ou un gars de la force athlétique sur ce genre d'épreuve, je vais regarder beaucoup plus facilement que si... Ouais, non, mais c'est sûr, si c'est des Français en plus qu'on connaît, des réseaux de Ouais, YouTube ouais. et tout, bah, ça fait plaisir de voir ça, mais je sais pas si ça va, Ouais. si ça va intéresser les gens à grande échelle et si derrière les gens vont se tourner vers des compétitions de power ou de street, je suis Non, pas, je pense pas. je pense que les gens ils vont juste regarder ça, consommer ça et c'est tout, ça s'arrête Ouais, là. ouais. Donc la petite limite de la discipline, c'est qu'elle n'est pas très télégénique. Ouais, c'est Vous sûr. l'aurez compris. Même si je pense que les Américains qui ont un peu plus développé ça sur ce point-là, en tout cas ils sont en avance, ils ont développé vraiment l'aspect de show. Quand on regarde les compétitions de strongman et tout ça, c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Je sais pas si pour autant il faut faire ça en France, mais il y a des athlètes beaucoup plus suivis, donc pourquoi pas, Ouais, mais tu vois, s'inspirer de ça. Par exemple, moi je pense que s'inspirer un petit peu de ce que font la Luskov, parce que tu vois, quand ils font leur mock meet là, Ouais. qu'il y a vraiment un engouement, c'est-à-dire. Donc une Luskov, ambiance pour se situer, c'est un club de Ouais, force athlétique de force athlétique sur en région parisienne. Voilà. Et c'est vrai que quand tu vois, il y a quand même un certain engouement autour de leur compétition qu'ils ont créée eux. Et quand tu vois un petit peu l'ambiance qu'il y a, en fait c'est vraiment un tout, je pense, c'est vraiment l'environnement externe et en même temps les athlètes, mais ça va être surtout l'environnement externe qui va rendre un petit peu la compétition un peu plus divertissante que... Toi, t'es très sensible à la hype qu'on trouve quand à même. Luskov. Bah, tu vois, quand tu vois les reels sur Insta et que tu vois, il y a une ambiance qui te transcende, bah franchement, ça fait kiffer, tu vois. Ouais. Ça C'est va ça aussi qui beaucoup plus permet te de- prendre qu'une compétition où voilà, t'entends juste passage, que ça s'enchaîne et au final, il y a juste les jurys et après, ça s'accumule. Ouais. Et ça Ça, dans c'est- tous les sports, hein, finalement, même moi je me retrouve au foot, moi, bon, Ah, je bien suis sûr. abonné au LOSC. Oh non. Ah si, Oh fort. non. Ils Et, se séparent, les gars. Et quand on se retrouve au stade et qu'il n'y a pas trop d'ambiance et Bah, tout, bien bah, sûr. on se fait chier. Genre vraiment, même s'il y a du Bien sûr. foot, on aime bien le foot, C'est mais exactement ça. on va avoir un match de sport pour l'ambiance aussi qu'il y a autour. Ouais, Alors c'est que ça. quand il y a une putain d'ambiance, bah tu passes un vrai Ouais, et moment. c'est pour ça qu'il y a ouf. des compétitions organisées par Silent Worker, même la team Costock, la team de The Panache, Ouais. qui s'est faite à Saint-Germain, où il y avait une très très bonne ambiance. Et il y a beaucoup d'athlètes qui Bien sûr. sont ressortis de cette compétition en Ouais. disant que c'était leur meilleure expérience en tant que sportif. Et donc c'est vrai que pour ça, en fait, finalement, on a tous notre rôle à jouer, nous en tant que public, pour créer une émulation autour de ces sports-là.
C'est peut-être sur ça qu'il faut jouer le plus en fait. Fort. Super. Bah merci les gars du coup pour ces petites réflexions. On va essayer de faire monter la force athlétique, l'haltérophilie, le street lifting, même si fondamentalement la discipline n'intéresse pas beaucoup. On va essayer de faire monter ça. Ça monte tout doucement. La force athlétique, peut-être le street lifting dans la foulée, mais l'haltérophilie ça décline bien. Donc on va faire ce qu'il faut pour rendre ça un peu plus ludique, plus intéressant. Et maintenant je nous propose de laisser la parole à Trésor qui nous a préparé une chronique. Chronique qui a eu de très très bons retours sur l'épisode passé. Ouais, merci à vous. C'est très gentil. On espère qu'on va continuer à progresser et à vous faire kiffer sur ça. Bonjour, rebonjour à tous. Donc là, on va, et à toutes, hein, bien sûr. Force aux femmes. Du coup, là, on va se retrouver parce que je trouvais ça intéressant, comme on va aborder un petit peu tout ce qui touche à la kinésithérapie, d'aborder un petit peu tout ce qui est... ça va être vraiment de mon œil, on va dire, d'intéresser. Hein. C'est pas vraiment, je suis pas kinésithérapeute, mais je vais essayer quand même d'apporter certaines informations par rapport à tout ce qui est tendinopathie et notamment aussi dans la performance. Les tendons reliés à la performance. Donc on va essayer vous me connaissez, on va essayer d'aborder un petit point quand même physiologique par rapport à tout ça, et après essayer de, pourquoi pas, apporter certaines clés en fonction des dernières avancées, dernières recherches, derniers résultats scientifiques qu'il y a eu autour de tout ça, pour essayer de vous apporter les meilleures clés pour vous améliorer, hein, tout simplement. Donc tout d'abord, on va essayer de rappeler certaines choses que l'on a déjà abordées donc, dans les précédents podcasts, donc, notamment par rapport aux lois d'adaptation. Donc, on va les rappeler. Hein. Donc, il y a notamment la loi de Wolff par rapport à l'os, hein, par exemple, qui est un tissu dynamique qui va se remodeler en fonction de la contrainte appliquée. Donc on va aussi rappeler les lois de Davis, hein, par rapport au tissu mou. Donc ça va notamment toucher donc, tout ce qui est ligament, tendon. Et donc là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une adaptation, et ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il va y avoir ce qu'on appelle un stress-relaxation. Donc vous allez appliquer une contrainte et il va y avoir une élongation donc, de ce qu'on appelle entre guillemets la matrice extracellulaire. Donc c'est des mots compliqués, mais c'est pour dire qu'il va y avoir une augmentation justement du volume du tissu, et ce qui va permettre d'ajouter donc du tissu et de la matière tendineuse, et ce qui va donc à terme augmenter donc l'ajout de collagène au niveau de ces terminaisons là, et donc ça peut être intéressant pour la performance. Ouais, c'est intéressant pour ça. Du coup, ce que tu pointes du doigt, c'est qu'on n'a pas seulement l'entraînement musculaire. Bien sûr. Il y a toutes les structures en fait, annexes qui participent à la performance et qui s'adaptent. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que ça a été négligé pendant longtemps, notamment parce que c'est vrai que tout ce qui concerne les tissus mous, donc tendons, ligaments, sont des tissus conjonctifs qui sont pas vascularisés. Donc ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas d'irrigation veineuse entre guillemets. Et ça va être surtout innervé, donc il va y avoir beaucoup de terminaisons nerveuses, et l'irrigation elle va surtout se faire par le biais des muscles, et c'est pour ça qu'on a tendance à oublier un petit peu l'adaptation de ces tissus conjonctifs, et on a tendance à privilégier justement l'adaptation des muscles alors que tout s'adapte. Donc là on va essayer d'aborder un petit peu un point performance pure. Donc là ça va être vraiment pour tout ce qui est effort court et intense. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une différence entre hommes et femmes. Notamment ça va être relié à l'oestrogène, hein, que vous connaissez. Donc je sais pas si vous voulez... Tu peux faire un petit point sur l'hormone. Ouais, un petit point, c'est tout simplement une hormone, hein, et en fait cette hormone-là, elle va produire une enzyme qui s'appelle la lysyl-oxydase, donc pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez creuser, et en fait ça va inhiber la synthèse du collagène, et donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes vont avoir une production hormonale d'oestrogène qui est plus importante que chez les hommes, et donc à terme pour la performance, ça va être, on va dire entre guillemets, un petit peu compliqué, dans le sens où comme ça va inhiber la synthèse du collagène, il va y avoir moins d'ajout de collagène, et le tendon va avoir tendance à se rigidifier un petit peu moins que chez les hommes. Et on sait notamment que pour la performance, un tendon qui est raide, c'est-à-dire c'est un tendon qui va pouvoir restituer, donc absorber un maximum d'énergie élastique, parce que comment expliquer ça ? Alors par exemple lors d'un saut, lorsque vous allez être en phase de descente, vous allez
accumuler donc une certaine énergie donc élastique potentielle et vous allez la restituer sur le saut. Et donc les tendons qui sont très raides, ils vont limiter donc cette déformation. Donc si on limite la déformation, on limite tout ce qui va être dissipation d'énergie, et donc vous allez maximiser donc cette énergie élastique, et vous allez à terme donc augmenter vos performances, par exemple de saut ou même de sprint. Et donc c'est vrai que les femmes vont être assez limitées par rapport à ça, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette raideur, si vraiment le tendon est on va dire raide à un point assez important, en fait il va y avoir, et ça c'est les travaux de Kesbar si ça intéresse, c'est vraiment actuellement Épelle-le pour que... C'est Keith et plus loin bar, donc c'est BAA et R, donc 2AR. Et donc là c'est actuellement un petit peu le leader là sur la recherche au niveau des tendons, et ce qu'il a expliqué en gros, c'est que il va y avoir, donc vous avez ce complexe myotendineux, donc le muscle relié au tendon, donc qui relie, donc le tendon relie le muscle à l'os. Et ce qui va se passer, c'est que si vous avez un tendon très raide, on va dire, en fait, quand vous allez devoir, donc on va dire entre guillemets, l'allonger, le tendon il va être tellement raide, donc des fois vous allez avoir des efforts où vous allez dans de grandes, par exemple, longueurs musculaires ou longueurs tendineuses. Et le problème, c'est que si le tendon ne s'allonge pas, en fait, ça va être le muscle qui va devoir compenser cet allongement, et du coup, ça peut amener à terme à par exemple des déchirures ou des élongations. Et notamment, c'est relié aussi, comme ça on peut placer aussi une relation tension-longueur à ce niveau-là par rapport au muscle. C'est relié puisque si le muscle va devoir aller dans une grande longueur musculaire et qu'il a du mal à produire de la force dans cette longueur musculaire-là, ça mène à terme à un dépassement de capacité interne, et du coup ça amène à de potentielles blessures. Donc c'est ce qu'on va devoir surveiller. Et en fait, là, pour expliquer concrètement, pour travailler d'une manière, on va dire, pour enraidir le tendon, ça va être vraiment des efforts qui vont être très courts, très rapides. Donc ça va être tout ce qui est pliométrie. Donc pour expliquer brièvement, ça c'est le truc de Maxime qu'il aime si bien. Je sais pas si tu veux expliquer. Non, mais c'est de la pliométrie. Les gens disent que c'est un type de contraction musculaire. Je dirais que c'est un régime de contraction qui va induire un étirement et une contraction, du coup une phase excentrique et une phase concentrique rapide, très brève. Le meilleur exemple souvent c'est le drop jump depuis une boxe, où en fait on va tomber de la boxe et on va essayer de sauter directement pour profiter de l'effet rebond, l'effet élastique de toutes ces structures-là dont tu as parlé. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est comme il a expliqué, en gros, c'est l'excentrique qui va potentialiser la concentrique. Donc c'est relié justement à cet emmagasinement d'énergie élastique. Et du coup, donc là, vraiment pour travailler cette raideur, ça va être vraiment ces efforts-là, vraiment pliométriques, très courts, très intenses, très puissants. Et à contrario, tout ce qui dans la littérature, ça s'appelle la compliance, donc ça va être plus, on va dire, un tendon qui va être un peu plus allongé. Donc ça va être tout ce qui va être effort assez lent, assez lourd aussi, mais ça va être des efforts qui vont nécessiter une vitesse assez lente. Et du coup, ça serait bien justement de travailler donc pour la santé du tendon, essayer de travailler donc avec des efforts lents, donc comme par exemple les efforts de force, donc les sports de force, et en même temps pour la performance, mais ça c'est vrai, ça va être vraiment dans la performance pure, donc pour tout ce qui est sport de par exemple collectif, on peut prendre les sports de puissance comme le football ou l'athlétisme, ou enfin tous ces sports là qui nécessitent donc des fois des efforts très courts, très intenses. Donc là ça va être vraiment tout ce qui est pliométrie. Et donc pour expliquer brièvement comment ça se passe donc au niveau de cette compliance, donc il faut savoir que votre tendon, comme je l'ai déjà dit, c'est un tissu conjonctif. Vous allez avoir une partie centrale dont les cellules vont pas se renouveler, donc c'est de 16 à 70 ans je crois, et les cellules ne se renouvellent pas. Donc en fait ce qui va se renouveler, ça va être vraiment tout ce qui est autour de cette partie centrale. Et en fait vous allez avoir aussi une grosse partie, donc un gros pourcentage d'eau au niveau de ces tissus conjonctifs. Et en fait lors par exemple d'efforts très courts et très intenses, vous allez avoir très peu d'eau qui va s'extraire donc de ces tissus conjonctifs. Il va y avoir, on va dire, à cause de cette force de cisaillement, il va y avoir une destruction en gros de ce qu'on appelle les crosslinks. Donc c'est ce qui relie un petit peu, ce qui organise un petit peu les fibres de collagène au niveau du tendon. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une adaptation par rapport à cela, et donc il va y avoir un ajout de collagène à l'avenir. Donc du coup le tendon va s'enraidir. Et en fait, à contrario, ce qui se passe dans des efforts, donc on va dire, comme je l'ai expliqué, un peu plus lent, en fait ce qui va se passer, c'est que là cette fois-ci l'eau va s'échapper donc du tissu conjonctif. Il va y avoir également
une destruction donc des crosslinks, donc ce qui relie donc les fibres de collagène, mais il va y avoir une destruction un peu moindre puisque la force de cisaillement va être un petit peu amoindrie, et du coup en fait il va y avoir un renouvellement de ces crosslinks, mais il va pas y avoir d'ajout de collagène. Du coup en fait c'est ce qui crée un peu cette compliance et cette élongation du tendon. Et donc maintenant on va essayer d'aborder un petit peu les tendinopathies. Donc en fait quand on parle tendinopathie, c'est vraiment pour essayer de distinguer, parce qu'il y a beaucoup qui parlent aussi de tendinite. Tendinopathie, c'est vraiment la différence, ça va être vraiment par rapport à l'inflammation. La tendinite, c'est vraiment une inflammation du tendon, alors que la tendinopathie, c'est pas vraiment une inflammation. Il y a des marqueurs inflammatoires, mais c'est pas vraiment ça. Il faut dire aussi que la tendinopathie, c'est plus englobant comme terme. Ça regroupe vraiment toutes les pathologies qui sont relatives au tendon, alors que la tendinite, c'est spécifiquement l'inflammation du tendon. Et c'est pour ça qu'on parle plus trop de tendinite, c'est que les gens, à tort, dès qu'ils ont une douleur, des fois juste articulaire, disent tendinite, alors que des fois c'est une tendinopathie, voire totalement autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre du recul avec ces terminologies-là, parce que on sait que inconsciemment en fait ça va conditionner notre capacité de récupération, de retour en fait à la performance. Et puis c'est intéressant aussi le point que tu viens d'aborder, qu'il faut savoir aussi, c'est important de le rappeler, c'est que douleur n'est pas forcément le reflet d'un tissu lésé, hein. Des fois vous pouvez avoir, ça c'est important, c'est pas parce que vous avez mal que forcément vous avez un tissu lésé, et parfois on a l'inverse, des gens qui n'ont pas du tout de douleur et qui ont pourtant des tissus lésés. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est important d'apporter un peu de nuance. Et c'est sur le mot blessure aussi qu'il faut apporter la nuance, parce que les gens dès qu'ils ont une douleur ils parlent de blessure. Alors que des fois c'est un peu plus léger que ça. Et puis le seuil de douleur est tellement différent pour chacun que finalement quelqu'un qui aura pas du tout mal aura potentiellement un genou brisé en deux, alors que quelqu'un qui a fort mal c'est pour ça qu'on a des échelles pour essayer de situer ça, pour essayer de comprendre un peu la douleur ressentie par les gens, même si quand on nous en parle on sait pas vraiment ce que c'est. Je te demande à toi Maxime, sur une échelle de 0 à 10 à quel pourcentage, à quel niveau t'as mal, tu vas me dire 5. Et puis si j'ai exactement la même blessure que toi, moi je vais peut-être dire 8. Même si on a une échelle globale pour tout le monde, finalement. La douleur est toujours relative, mais elle n'est pas forcément relative à une blessure. Non, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Et du coup, par rapport aux tendinopathies, donc ce qui va se passer, pour expliquer brièvement, donc il va y avoir des marqueurs inflammatoires, donc ça va être notamment parce que dans le tissu conjonctif vous avez les cellules spécialisées qui sont les fibroblastes, hein, pour ceux que ça intéresse, et en gros ces cellules là vont produire des cytokines pro-inflammatoires, mais en fait ce qui se passe c'est qu'en gros le tissu va essayer de se réorganiser suite à la contrainte. Mais en fait il va mal se réorganiser, et du coup en fait il va y avoir une désorganisation tout simplement des fibres de collagène, et il va y avoir aussi ce qui est vraiment très spécifique à la tendinopathie, c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse. Donc il va y avoir un ajout de vascularisation, donc de vaisseaux sanguins au sein du tissu, et ce qui est vraiment le reflet d'un tissu pathologique, puisque au sein du tissu conjonctif, donc du tendon, il ne devrait pas y avoir de vascularisation, puisque la vascularisation se fait par le biais des muscles et notamment du complexe myotendineux. Et donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu la tendinopathie. Et là je vais expliquer très brièvement les conseils un petit peu de Kisbar, donc du coup qu'il a partagé, hein, par rapport à tout ça. Donc lui ce qu'il utilise, donc lui en gros ce qu'il préconise, c'est d'essayer de maximiser, donc d'augmenter la fréquence de travail au niveau de la tendinopathie. Donc s'il y a tendinopathie bien sûr, donc déjà on va dire que ça remet en cause une notion qui est un petit peu, on va dire, partagée énormément. La notion de repos. Repos total. Donc ça c'est... Donc si vous avez une douleur ou si vous avez une tendinopathie, ne vous reposez pas. Il y a assez peu de douleurs, à part les fractures. Sur les fractures, là, ça nécessite un repos total. Il y a plusieurs stades. C'est obligatoire. Mais la plupart des blessures qu'on a, que ce soit les tendinopathies, des entorses et tout, maintenant on favorise vraiment le mouvement, plus du tout l'arrêt total. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et du coup, donc lui, ce qu'il préconise, donc ça va être d'essayer de travailler donc sur des efforts très lents, donc vraiment essayer d'utiliser des efforts donc isométriques, c'est-à-dire avec très peu de variation de mouvement, et essayer d'avoir ces efforts-là 3 fois dans une journée. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et lui, ce qu'il préconise, donc c'est que 5 à 10 minutes, puisque le remodelage cellulaire se fait au bout de 5 à 10 minutes. C'est pour ça que si on va au-delà, c'est pas forcément bénéfique. Et il faut à peu près 6 à 8 heures avant qu'on puisse relancer le processus de remodelage. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre, on va dire, un petit peu de distance entre tout ça.
Et en gros, ce qui va se passer, c'est que le processus, c'est un peu les notions de stress shielding et de stress relaxation, donc que j'ai évoqué donc au tout début de la chronique. C'est en gros en fonction de la durée et la magnitude de la contrainte, il va y avoir un stress qui va s'appliquer de différentes façons au sein du tissu pathologique. Donc en fait, les efforts lents, ce qui va être bien, donc notamment avec les efforts isométriques, c'est que la contrainte va s'appliquer et va essayer vraiment de stresser notamment aussi la partie lésée et va pas contourner et va pas donc aller sur la partie superficielle donc de la partie lésée. Donc ça va vraiment orienter vraiment sur la partie lésée, ça va permettre donc ce remodelage cellulaire, alors que les efforts par exemple pliométriques qui vont être très courts, très intenses, ils vont avoir tendance à contourner justement cette partie lésée, et donc pour la réhab ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il va pas y avoir forcément ce remodelage cellulaire. Donc essayez vraiment de privilégier donc dès le début de votre réhab donc des efforts vraiment très lents, essayez d'avoir toujours une surcharge progressive et maximiser donc avec l'isométrie qui permet donc très peu de variation de mouvement, donc il va y avoir très peu de compensation en soi et vous allez pouvoir vraiment cibler votre partie lésée, et donc pour la réhab c'est que du bonus, donc voilà, si vous avez des choses à rajouter. Excellent. Sinon les conseils de base pour prévenir l'apparition de tendinopathie, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais Hydratation. Oui, hydratation fondamentale. L'alimentation équilibrée, bien sûr, en tant que diététicien. Et je dirais après, tout simplement, parce que la blessure en général, ça va être ce ratio entre capacité interne et contrainte externe. Donc si la contrainte externe, elle dépasse votre capacité interne, ça amène potentiellement à des blessures. Donc ça va être d'augmenter votre capacité interne, et ça passe notamment par les sports de force. C'est intéressant la manière dont tu présentes la chose, parce que tout récemment, je discutais avec quelqu'un qui me disait, pour pas me blesser, il faut pas que je porte lourd. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'on peut se blesser avec très peu de charge. Bien sûr. Si jamais on est mis à mal sur un mouvement qu'on maîtrise pas du tout. La clé, c'est toujours la technique et la maîtrise de ce qu'on fait. On peut se blesser avec rien, comme avec une super grosse charge, mais c'est toujours, comme tu as dit, un rapport entre la contrainte externe et notre capacité interne. Donc c'est important que les gens ils aient confiance en ça, qu'ils se disent potentiellement j'ai les capacités de bouger d'énormes charges, mais si je fais les choses mal, je peux me blesser avec rien. Ouais. Donc faut pas avoir peur de toutes les charges ou de toute contrainte. L'entraînement en résistance, c'est ça qui vous fera avancer. C'est un super bon outil pour progresser dans quelques disciplines que ce soit. Mais bien comprendre que la clé, c'est pas forcément de pas mettre lourd pour pas se blesser. Bien sûr. Ça va vous débloquer beaucoup de possibilités déjà. Est-ce que tu as un complément à conseiller pour... Parce que les gens, ils aiment bien les compléments. Un complément à conseiller pour les tendinopathies. En fait, pour la récupération, on va dire, des structures passives. Classiquement, ce serait collagène. Ouais. Ou de la glycine aussi, parce que le collagène, c'est constitué de glycine, hydroxyproline et proline. Donc, si vous voulez... Ouais. Mais... T'en prends pas? Non, mais c'est pas forcément quelque chose que je préconiserais. Après, non, je dirais les bases, essayer de... Ouais. Pour ça, je pense je regardais vite fait, mais je pense que les oméga 3, je sais que pour les tendinopathies, on conseille beaucoup les poissons gras. C'est parce que ça réduit l'inflammation. Ouais. Et finalement, c'est paradoxal un peu. Enfin, non, vas-y. Dis-moi. Vas-y. Non, c'est paradoxal dans le sens où justement, l'inflammation, c'est aussi un petit peu le marqueur de l'organisme qui essaie de faire en sorte de créer une adaptation. Ouais, c'est intéressant. On reviendra là-dessus par rapport à la cryothérapie. Ouais. On en parlera plus tard, mais très intéressant. Mais du coup, tu montrais quoi là, Pierre? Je montrais juste des oméga 3, vraiment basiquement. Non, mais c'est intéressant aussi comme complément. Si c'est vraiment uniquement dans l'aspect anti-inflammatoire, je pense que l'inflammation, elle est nécessaire de toute façon à la cicatrisation, mais si ça peut améliorer le patient sans limiter sa récupération, pourquoi pas. De ouf. Ok, très bien. On espère que vous avez kiffé cette chronique. Merci Trésor de nous avoir préparé ça. C'était super intéressant. Merci à vous. Encore une fois, ça permet de rebondir sur plein de petits conseils très simples, très bateaux, très généraux que vous pouvez comprendre et appliquer à votre entraînement et même votre quotidien. Parce que là, ce que tu pointais du doigt, c'était travailler 3 fois par jour. Donc en fait, 3 fois par jour, ça correspond pas à une séance de kiné d'une demi-heure. Et c'est ça aussi qu'on va pointer du doigt. Avec Pierre, donc je propose en fait qu'on présente Pierre, qui en fait est un ancien collègue qu'on a rencontré dans notre cursus post-bac dans le cadre de nos études. Du coup, Pierre,
Est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour que les gens se situent un peu à qui ils ont affaire? Du coup, moi, c'est Pierre, hein, vous avez compris. J'ai 22 ans, j'ai toujours fait du sport dans la vie. T'as Pas touché à quelle forcément. discipline à peu près? Alors, j'ai fait du foot quand j'étais jeune. Après, j'ai fait du basket jusqu'à. J'ai dû faire 8-9 ans de basket en élite régionale. Donc, si ça peut parler à des gens à peu près pour situer le Ah ouais. niveau. Ouais, c'est fort. Hein. Et là, après le basket, j'ai repris un peu de foot, mais blessure avec entorse plus déchirure des ligaments externes de la cheville. Donc, arrêt du sport pendant bien 1 an avec différents kinés. On en parlera juste après. Puis là, maintenant, c'est boxe anglaise, grappling quand c'est possible. Et boxe anglaise aussi, finalement, quand c'est possible, puisque là, c'est arrêt complet. Donc là, c'est musculation. Ok. Je sais pas si c'est un sport à part entière, mais je vais. Oh, on pourrait je faire vais des à la épisodes salle. sur ça. On Je pourrait vais à faire la des salle, épisodes en sur tout ça. cas. Non, c'est intéressant. Bah, du coup, tu as touché à pas mal de disciplines différentes, des disciplines collectives, l'entraînement en résistance actuellement et même du sport de combat. Et ton parcours est intéressant parce que du coup, tu as eu des blessures significatives que tu as dû essayer de retravailler avec des kinés. Et c'est sur ça en fait que tu voulais étoffer la Ouais. réflexion autour de ce système de son. T'as travaillé seulement avec des kinés ou c'est avec des ostéos? Alors, kiné, ostéo, chirurgien, euh, kiné du sport. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui ont des beaux noms, qui vendent pas mal de choses et qui finalement ne vendent rien. Puisque là, aujourd'hui, je suis chez un kiné de campagne, là où j'habite, qui est un kiné classique, quoi, finalement. Et chez qui je me retrouve vraiment beaucoup mieux soigné, enfin pris en charge que avant j'étais chez un kiné, je citais pas son nom parce que bon, peut-être. Non. C'est Il pas. nous écoute sûrement, donc. Non, il nous écoute pas, mais bon, c'est un kiné qui est connu dans sa discipline et j'ai pas envie de lui Non, porter mais ouais, peu préjudice ou importe, de toute quoi. façon, on veut pointer du doigt Bref, en tout personne cas, dans ce nom. c'est juste que c'est un kiné qui est censé être vraiment très formé puisqu'il fait partie de la Fédération française d'athlétisme. Et je me suis retrouvé chez lui pour justement une tendinopathie qui était liée à la blessure à la cheville que j'avais eue donc il y a 5-6 ans maintenant. Et je me suis retrouvé à faire des séances d'1 heure, déjà pas une demi-heure finalement, mais 1 heure, à Ok. passer sur un lit avec des ultrasons, des ultraviolets, des électrodes et rien de concret, quoi. Finalement, je faisais un bon 45 minutes de ces merdes, hein, pour parler vulgairement. Et derrière, un quart d'heure d'exercice avec un peu de leg extension, un peu de squat et rien de fou, quoi. Ça n'a rien à voir avec la cheville. En Ah plus. oui, non, mais c'était. Enfin, je sais même pas. Bon, moi, comment vous dire. savez, j'ai fait un petit cursus en kiné. J'ai vu les bases, hein, j'ai fait seulement la première année, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'avoir fait ça pour comprendre que le leg extension, ça n'a aucun intérêt. Non, là, c'était pour la tendinopathie, c'était au genou, c'était Ok. tendon patellaire. Ok. Ouais, donc toi, ce que tu pointais du doigt, c'est que la prise en charge n'était pas cohérente par rapport à toi, tes attentes. Ah ouais, bah c'est surtout que j'allais voir Enfin, je suis allé voir d'abord un kiné, un médecin du sport, pour qu'il me conseille un kiné Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. cohérent. Et finalement, je pense que c'est le pire kiné que j'ai vu de ma vie. Et pas tant. Enfin, je veux dire, le mec, j'ai rien à lui reprocher. Il faisait son métier comme lui, il l'entendait. Mais ça avait pas de sens. Enfin, franchement, aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y a aucun intérêt à faire des ultrasons, si ce n'est un peu de. Enfin, c'est juste pour faire croire aux patients qu'il y a un Ouais, traitement, qu'il y a ouais. quelque chose qui se passe. C'est un peu l'effet waouh Ouais, que c'est que sûr. certains. Enfin, beaucoup de gens sont sensibles à ça et j'espère que c'est pas votre cas parce qu'en vrai, le but c'est de se soigner, c'est de guérir. Donc, si vous travaillez avec un kiné qui vous fait bosser avec des appareils ultra impressionnants, qui vous dit non, ultrason ou électrostimulation de dernier cri ou ce genre de choses, bah, essayez de rester critique vis-à-vis de ça parce qu'on a peut-être affaire à du matériel qui coûte très très cher où il y a eu beaucoup d'années de recherche et développement pour essayer d'aboutir à quelque chose qui fonctionne et qui vous guérit plus vite et mieux. Mais des fois, on n'a pas de résultat. Et du coup, toi, t'es le très bon exemple de ce genre de choses. Ah ouais, non, bah là, j'ai eu aucun résultat. Et finalement, même
j'étais venu, il m'avait demandé de ramener mes chaussures, enfin tout mon équipement pour le sport, parce que bon, il se disait que ça pouvait venir des semelles, tout ça, et oui, Ouais, en vrai, c'est pourquoi possible. pas. Il s'est avéré que c'était bien ce problème-là, c'est que ça venait des chaussures, sauf que il a jamais su me le dire, jamais, j'ai dû y passer peut-être 8 mois. À compter de 1 à 2 séances par semaine pendant 8 mois, ça, même si je le paye pas, puisque bon, c'est remboursé, tout ça, c'est très bien, mais Ouais. finalement c'est payé par quelqu'un, hein, donc c'est pas gratuit. Et pour rien, quoi. Finalement, je me suis retrouvé pendant 8 mois à faire des ultrasons, faire des ultraviolets, des Ça t'a ultra. rien apporté? Non, non, franchement, j'avais toujours aussi mal au bout des 8 mois, toujours pareil. Dès que je retourne à l'entraînement, c'était les mêmes douleurs et des douleurs vraiment intenses, hein. Je pense que je finissais l'entraînement, le lendemain, je marchais plus et c'était pendant 2 3 jours, je marchais plus du tout, c'était impossible. Et vient la saison d'après, je change de chaussures, plus rien. Bon, j'ai arrêté d'aller le voir, hein, finalement, forcément. Vous en Donc tu doutez. penses qu'il le savait ça, que c'était un problème Non, de bah, chaussures? non, non, bah non, il aurait pas juste continué le traitement juste pour dire de. Enfin, je vois mal parce que le mec est tout le temps complet, hein, donc il a pas besoin de moi pour faire de Ouais. l'argent. Non, je pense que juste il savait pas, hein, c'est tout. Il a pas vu. Maintenant, même lui, je le voyais pas si souvent. Il y avait son nom sur l'enseigne, mais c'était tout le temps des assistants, des stagiaires qui me prenaient en charge. Donc, ouais, c'était sûrement l'une des pires expériences. Et à contrario, aujourd'hui, je vais voir un kiné de village qui a pas beaucoup d'équipement, qui a du step, un bosu, enfin des élastiques, et on bosse beaucoup plus qu'avec tout l'équipement que mon ancien kiné avait, parce que bon, il avait une salle de sport dernière Ouais. génération dans son cabinet. Et finalement, on n'en faisait rien, quoi. Ces équipements de sport, je les ai jamais vus. J'ai vu sa machine à ultrasons et ses ultraviolets. Et je sais plus, il y avait un autre truc avec des flashs et tout. Enfin, c'était dingue. C'est comme aux UV, là, je devais mettre des lunettes de soleil et tout. Enfin, c'était la folie, hein. Mais ça m'a pas amélioré, quoi. Et ça, du coup, t'étais critique pendant les soins Non, qui te non, prodiguaient, non, non, non. ou tu te disais quand même que ça devait t'aider et c'est Non. seulement après coup tu te rends compte que ça t'a rien Ah apporté? bah non, bah si je suis resté 8 mois, c'est que je pensais que Ouais, ça t'y croyais? m'améliorait, parce que bah, je ne m'étais pas renseigné. Puis là, depuis quelques années, j'essaie de me renseigner un peu plus sur ce que je fais avec mon corps, donc je sais maintenant que ça sert à rien. Et quand j'en parle à des kinés qui l'utilisent peu ou pas, bah ils sont tous d'accord, hein. C'est ni plus ni moins qu'un effet placebo. On essaie de faire croire aux gens Ouais, que ouais, ça c'est envoie ça. quelque chose dans le corps, et finalement, bah, il se passe pas grand-chose, hein. C'est dommage, mais ça fait partie de la prise en charge, hein. L'effet placebo, c'est en gros, enfin, on l'utilise tout le temps ce terme-là, mais c'est en gros réussir à vous faire croire que ça va vous aider. Bah, ça participe en fait à votre régénération parce que si on vous convainc de quelque chose, il y a vraiment plein d'outils totalement inutiles qui ne servent à rien et où du coup on dit pas mieux qu'un effet placebo parce que finalement c'est seulement vos croyances qui vous font vous remettre. Donc nous en fait ce qu'on cherche c'est à travailler avec des kinés qui nous apportent des outils où il y a vraiment une plus-value, un intérêt plutôt que de travailler seulement sur rien, sur des effets placebo ou juste des médicaments qui sont liés à des croyances, etc. Donc c'est compliqué, hein, des critiques, nous en tant que patients, de se dire ok là j'ai affaire à une machine dingue. Sur le papier il y a pas de raison que ce soit inutile. En plus je travaille avec quelqu'un de compétent, de reconnu. Pourquoi ça marche pas quoi? Ouais, C'est justement, horrible, hein. c'est là où on voulait en venir un peu, c'est les diplômes, en tout cas dans ce secteur-là, sur les kinés. Franchement, moi, j'ai rarement vu un métier, en tout cas dans le domaine médical, où le diplôme veut aussi peu dire quelque chose. Enfin, parce que moi, mon kiné aujourd'hui, il a son diplôme d'état de kiné, c'est tout. Ouais. Derrière, c'est que des formations annexes qu'il a passées, que ce soit, je sais plus le nom des formations, mais il y a une formation en thérapie manuelle, il y a une formation en soins du dos, mais je sais plus le nom, c'est Ouais, sûrement ouais. le nom d'un chercheur Bon, du coup, il s'est qui a pas fait. arrêté à son école Non, de il s'est pas kiné. arrêté juste à son école. C'est Et je intéressant pense ça que déjà. les gens qui s'arrêtent à leur diplôme et cherchent pas à approfondir leurs connaissances, bah, ils sont vite limités, hein, dans les soins. Bah, dans les soins, dans les disciplines scientifiques, hein, on en parle souvent avec Trésor et Victor sur ça, c'est que le problème quand on fait un métier de service et de science, c'est que il faut faire une mise à jour. Tous les 5-10 ans, il y a des études scientifiques qui tombent et qui Ouais. font remettre en question pas mal de choses. Et du coup, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il faudrait faire repasser les diplômes à tous ces professionnels-là, parce que du coup, on a des gens qui sont totalement dépassés par l'état actuel, enfin le paradigme scientifique actuel, et qui finalement font perdre du temps à des patients qui ont besoin de résultats.
Bah, t'avais ton niveau au basket, t'étais pas un sportif de haut niveau, du coup il y avait Non, moins non. d'enjeux, mais sur le principe, faire perdre son temps à des athlètes qui peut-être avaient des objectifs, c'est pas correct. Bah, même à des non-athlètes, hein, juste faire perdre du temps aux gens qui viennent là, qui prennent leur voiture, qui vont Ouais, jusqu'au oui, cabinet, ouais. qui potentiellement sortent du boulot, qui ont des enfants chez eux, qui sortent du boulot, qui prennent leur voiture, vont chez le kiné pour rien, hein, pour ressortir avec la même chose que quand ils sont arrivés. Bah, je comprends pas tant, même si, bon, c'est sûr, hein, ils font de leur argent, hein. Et là, typiquement, le cabinet dans lequel j'étais, il tourne, Ouais, ça c'est brasse. ça le problème et aussi. C'est, enfin, en fait, intéressez-vous à cette question-là auprès de votre entourage. Demandez-leur si ils ont déjà fréquenté un kiné et s'ils ont eu des résultats avec ces professionnels-là. Vous vous rendrez compte que la kiné, c'est un peu le rendez-vous sympa où on fait des machines amusantes, on discute avec la patientèle ou le kiné et c'est tout. Et si tu leur dis, ok, ça fait combien de temps que tu y vas? Pas de résultat au bout de plusieurs mois, c'est pas cohérent, c'est pas Ouais. normal. Bah, tout dépend après de la pathologie, mais c'est vrai que quand on y va pour une entorse et que au bout de 3-4 mois t'es pas sorti, bon, Ouais, faut se c'est pas poser normal. des questions, quoi. C'est normalement entorse au bout de 1 mois et demi, 2 mois maximum, on a retrouvé toutes les capacités Après, et je c'est pense, réglé, hein. enfin, pour apporter peut-être un petit peu de nuance aussi, je pense que c'est le système aussi, surtout d'assurance maladie, parce que je sais que moi, ce que j'avais vu, je sais pas si vous voyez Cerveau Musclé sur Insta, qui est un kiné qui est assez militant, mais qui avait partagé un petit peu parce que il disait un petit peu que les syndicats de kinés se battaient un petit peu pour une revalorisation salariale. Ouais. Et c'est relié surtout à ça parce que actuellement, je pense que la convention elle est autour du tarif de 16 euros et quelques Ouais, c'est ça. à la séance. Donc ça équivaut à peu près à 32 euros brut. Du coup, c'est vrai que si tu veux bien gagner ta vie, bah, t'as pas Ouais, le choix mais c'est le d'accumuler 32. les Il faut bien que patients. c'est pas 16 euros dans la poche du kiné directement. Non, bah, c'est ça. Non, non, c'est mais ça. c'est Mais aussi c'est ça le que problème. c'est une demi-heure une séance. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est pas 32 euros brut de l'heure, hein. Ouais, du Ouais, coup, en c'est fait, ça. le problème qui est pointé du doigt par les kinés qui ont une certaine éthique, une certaine morale, c'est que, en fait, pour gagner beaucoup de thunes en tant que kiné, on prend plein de patients en même bah, temps. c'est ça. Bah, c'est On, typiquement on mon fait kiné, on fait des C'est services nuls, mais on les Ouais. met sur des machines, etc. Ah ouais, c'est Et ça. comme ça, on a plein de clients à l'heure et on fait beaucoup d'argent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'un un bon suivi, un bon cadre thérapeutique, déjà, c'est. ça demande du temps. Bah, Et ça ouais, demande voilà. au moins 1 heure, voire plus. Donc, Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a de la discussion, Ouais, c'est faut éduquer le patient sur les bonnes pratiques pour que lui guérisse mieux de son côté. Parce que si le patient il attend vraiment sa demi-heure de kiné toutes les semaines pour guérir, bah en fait, sur toute la semaine, il a le temps d'aggraver son cas fois 10 000 et du coup de faire marche arrière par rapport à ces séances de kiné. Et c'est la plainte de beaucoup de kinés, hein. Ils donnent des exercices aux patients chez eux. Les patients les font jamais. Et Ouais, ils se bon, retrouvent, ça c'est le ouais. problème. Bah, là, du coup, moi je prends la défense des kinés Ah pour oui, ce bah oui, coup-là. évidemment. C'est que évidemment. si les patients ils font pas les efforts ouais. et qu'ils continuent à venir chez le kiné, bah tant mieux pour le kiné. Ah oui, Enfin, bah oui, c'est sûr, mais bah, c'est chiant après- parce que du coup tu traînes avec des mecs pas vraiment motivés, pas assidus, pas consciencieux, mais enfin. Non, mais je pense que heureusement pour les kinés qu'il y a ces gens-là, hein. Parce que honnêtement, sinon les gens ils se soignent et ils viennent pas. Je pense que peut-être pas la majorité, mais il y a une partie de leur revenu qui vient de ces gens-là qui juste Ah viennent ouais, chez une le grosse kiné partie, hein. une fois ou deux par semaine et qui font jamais rien chez eux. L'exercice qu'on leur donne, ils les font pas. Et donc, bah, le seul boulot, c'est chez le kiné, ils se soignent jamais. Et puis, ils restent là, pas à vie, mais bien plus longtemps que ce qui est prévu, quoi. Ouais, du coup, faut rester critique par rapport le système de soins, enfin les C'est kinés, ça. les professionnels, etc. Mais aussi le matériel qu'ils nous font utiliser. Il faut faire attention à pas tomber dans le biais de plus c'est impressionnant, plus c'est cher, plus c'est efficace. Ouais, Nous, c'est on sûr. essaie de vous sensibiliser aux choses simples parce que c'est avec la somme de plein de petites choses simples que finalement vous avez des résultats intéressants. Mais n'espérez pas des résultats incroyables avec une Ah, machine comme ça. Après, moi, où je suis un petit peu plus critique par rapport à ces kinés-là, c'est que pour moi, enfin, sincèrement, je trouve que l'information, elle est quand même assez partagée actuellement. Donc pour moi, ceux vraiment qui se contentent d'enchaîner les patients avec enfin, tout ce qui est ultrasons, électrostimulation, c'est que, enfin, pour moi, c'est pas des gens qui sont pas formés, c'est vraiment juste qu'ils veulent juste profiter du système et ils veulent accumuler enfin, un maximum d'argent parce que pour moi, là, l'information, enfin, même nous, Ouais, on est tu au penses qu'ils courant. le savent. Ouais, pour moi, Tu c'est considères qu'ils le savent. Ouais, Ouais. actuellement, pour Ouais, moi, mais- l'information, c'est impossible de pas être au courant. On sait comment régler des tendinopathies ou même plein de choses, plein de blessures. Donc,
je peux pas concevoir qu'un kiné soit pas au courant de ça, ou alors vraiment c'est qu'il y a un souci. Après, je sais que moi j'ai des amis kinés qui m'ont dit que c'est vrai que dans leur cursus de formation, il y a certains contenus qui paraît un peu obsolète, mais après je pense que c'est dans tous les cursus. Mais pour moi, c'est vrai que c'est impossible qu'un kiné soit pas au courant de ces informations-là, donc c'est qu'il y a un souci aussi un petit peu d'éthique, hein. Mais après, c'est vrai que le système les facilite pas non plus, donc c'est compliqué. Ouais, mais si eux sont au courant, comment t'expliques que des athlètes en Fédération française d'athlétisme, donc c'est quand même des athlètes de haut niveau, quoi, ils soient pas au courant que ces traitements-là sont pas efficaces parce que c'est des athlètes de haut niveau. Quand t'es athlète, t'es concerné seulement par ta discipline et tu fais confiance au corps de professionnels qu'il y a autour de toi. Tu t'intéresses pas aux méthodes d'entraînement, tu appliques seulement. Moi, je considère qu'un athlète, il doit se concentrer seulement sur son sport et pas sur tout ce qu'il y a autour. Parce que justement, réussir à déléguer, à se décharger de toutes ces choses-là, toutes ces questions de qu'est-ce que je dois faire, etc., comment optimiser la performance, non. C'est ton préparateur physique, ton kiné, toute l'équipe qui est autour de toi qui t'aide sur ça et qui te permet de te concentrer seulement sur ta performance. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment, comme dit Trésor, un problème de conscience professionnelle, est-ce que j'ai vraiment envie de soigner mes patients malheureusement. Et là, on peut plus rien y faire. Mais après, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était l'initiative de Training Therapy. C'est en gros ces 2 kinés qui avaient décidé justement de se retirer de ce système-là. Et parce que justement, les gens, comme il y a le système de remboursement, se contentent du coup, un peu eux choisissaient leur honoraire, c'est ça ? Et choisissaient vraiment de se retirer de ça. Et du coup, les gens les payent vraiment pour leur service. Et du coup, ça a un petit peu une connotation un peu différente pour les patients. Ouais, c'est ça, faut se dire qu'en général, quand tu payes pour un service, en général, t'es plus impliqué dans ta récupération parce que tu dis, ok, là, je mets de l'argent dans ça. Si je fais pas les efforts derrière, ça n'a aucun sens, je perds de l'argent. C'est ça. Et c'est un peu la limite du système de santé où tout est remboursé. C'est que les gens, ils disent, bon, de toute façon, je le paye pas, etc. C'est pas grave. C'est ça. Je vais prendre un maximum de médicaments et puis voilà. C'est dommage. Mais il faut pointer ça du doigt aussi. C'est bien qu'ils aient fait ça. Ouais, je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis je pense qu'il y a aussi l'essor là, des influenceurs kinés, entre guillemets, que ce soit Major Mouvement, Aime ton kiné, même des mecs de la prépa physique, qui essaient de donner le plus de bons conseils possibles sur les réseaux. Et à ce moment-là, ça développe un peu un esprit critique pour tous les patients qui vont voir potentiellement des kinés. Déjà, c'est la meilleure arme pour la patientèle, même pour la population générale. Mais il faut dire que ces kinés-là, malheureusement, ne touchent pas tout le monde. Ouais. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, les gens, ils sont... Mais ça représente une grosse part de la population, si on parle juste en France, une grosse part de la population qui du coup n'est pas avertie sur ces questions-là, parce qu'ils ne suivent pas forcément les bonnes personnes ou qui sont juste pas sur les réseaux. Du coup, vont chez le kiné en se disant j'ai une machine de ouf, il y a plein de gens en plus dans ce cabinet, donc c'est-à-dire il est reconnu, je peux discuter. C'est vrai que sur le papier, c'est compliqué de réussir à prendre du recul et se dire là, le service proposé n'est pas à la hauteur. En tout cas, on espère que vous êtes critique vis-à-vis de ça, parce qu'on veut pas que vous ayez de mauvaises expériences avec les kinés et tout ça. Ça reste une profession très intéressante. Il faut pas qu'on perde confiance en nos professionnels de santé. C'est la clé pour la performance. On parle de sport, de performance. C'est la clé pour une bonne carrière sportive. Une vraie carrière ne se fait pas sans blessure. Donc, merci Pierre du coup de nous avoir apporté des réflexions sur ça. De rien. Non, mais c'est important de reparler de ça. Je pense qu'on aura l'occasion aussi de beaucoup pointer du doigt à chaque fois dans nos émissions parce qu'on est très sensible à ça. On se forme nous-mêmes en tant que professionnels de santé là, avec Trésor. Bon, Pierre a quitté le navire. J'ai lâché l'affaire. Mais non, on se forme en tant que professionnel de santé, donc on essaie d'être sensible à ces questions-là par rapport à nous, notre éthique et nos objectifs. Donc on espère que ça vous apporte des clés pour être critique vis-à-vis des services qu'on vous propose. Là, les gars, on va passer au jeu que j'ai préparé. Et j'essaie de faire des questions un petit peu en rapport avec la kiné, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué de créer un jeu, de créer des questions, etc., trouver des trucs pertinents, avoir des réponses intéressantes, etc. Parce que, encore une fois, le but, c'est d'étoffer nos réflexions autour du sport, de la santé, de la performance, notre culture générale, etc. La nutrition aussi, parce que du coup, on est tous les trois super bien formés en nutrition. Donc là, ça va être des questions un peu autour de ces sujets-là. Donc si vous êtes chaud, on va commencer directement. Là, je vais vous parler de plusieurs outils. On développera si jamais il y en a que vous ne connaissez pas, etc. Et moi, en fait, j'aimerais que vous me disiez lesquels de ces outils ne sont pas destinés à améliorer la récupération. D'accord. Donc là, on parle de récupération.
Donc, je vous parle de la thérapie lumière rouge, des bottes de pressothérapie, de l'électrostimulation, des pistolets de massage, du tapis d'acupression et de la cryothérapie. On doit dire lequel n'est pas destiné. Ouais, c'est ça. Celui qui vous paraît le Pistolet de massage. moins cohérent Pistolet pour de améliorer la massage récupération. Pistolet de Le massage. moins à fond. cohérent. Le moins cohérent. Est-ce que vous voulez que je les répète? On a la Juste que- thérapie lumière rouge, les bottes de pressothérapie, électrostimulation, pistolet de massage, tapis d'acupression et la cryothérapie. Il y a juste le tapis d'acupression, je connais pas ça. C'est genre un peu comme un tapis de yoga, Ouais. où tu vas avoir des petites fleurs crantées en plastique qui sont plutôt agressives pour la peau, enfin qui piquent. Et en fait, c'est un outil qui est utilisé par pas mal de gens en fait pour l'acupression qui est utilisée pour le bien-être, réussir à se détendre en fait. Il y a aussi des gens qui parlent d'effets sur la santé mentale en fait, sur le stress. Ça réduirait l'anxiété. Et finalement, ça se rapproche plus ou moins d'un rouleau de massage avec du gros relief, quoi. Ouais, c'est un peu plus agressif que ça. Disons que c'est des pointes qui sont un peu plus localisées. Du coup, un rouleau de massage, ça va être très agressif, mais ça fonctionnera pas de la même manière. Là, c'est vraiment le principe, c'est que tu t'allonges sur une surface qui a plein de petits pics. C'est un tapis de fakir. Avec des En clous. gros, c'est ça. Bon, du coup, si tu connaissais pas, c'est bien, ça permet de creuser sur ça. D'ailleurs, personnellement, moi, je vous recommande pas de travailler avec ça parce que c'est trop contraignant. En fait, vous êtes allongé pendant une demi-heure sur un truc où vous pouvez rien foutre d'autre que regarder le plafond. On peut lire. Donc, On peut lire des. ouais, mais justement, si vous le lisez, c'est que vous n'êtes pas totalement à plat. Ouais. Du coup, enfin, que vous tenez un livre ou une kin, enfin, peu importe. Mhm. Donc, compliqué. Donc, toi, tu parles du pistolet de massage Ah, et je- toi, Trésor? Moi, je dirais ça ou pistolet de massage aussi, en vrai, parce que les deux. La lumière rouge, je connais. Enfin, à moins que je saute pas dessus, mais la lumière rouge, c'est quoi là? Parce que La moi, lumière rouge, c'est super intéressant en fait. C'est pas juste une LED rouge, c'est une longueur d'onde particulière. Bon, j'ai plus le spectre de physique en tête, mais c'est une lumière d'onde particulière, une longueur d'onde particulière qui, par opposition à la lumière bleue, va pénétrer les cellules de ta peau et va induire une régénération des tissus. Donc, ça a des bienfaits sur plein de choses. Le plus parlant, c'est les gens qui parlent d'acné ou de calvitie. Mais même en fait pour la récupération musculaire, ça a pas mal d'effets. C'est plutôt intéressant en fait. Il y a pas mal de recherches qui sont en train d'être faites pour voir si c'est utile pour les sportifs. Le seul problème, c'est que c'est encore peu accessible. Donc c'est plutôt cher. C'est vraiment un outil plutôt cher. Mais c'est marrant que vous pointiez du doigt le pistolet de massage. Je sais pas pourquoi vous avez pas confiance en cet outil. Parce que T'en ça as un sert à rien. Ouais, t'en as un? Non, j'en ai pas. Bah, je vais pas dépenser d'argent là-dedans. C'est vraiment Ouais, créer de la c'est douleur bullshit. sur un muscle pour camoufler une autre douleur. C'est Faire bullshit, une douleur ouais. plus forte. Vous recommandez pas? Ah non, à zéro. Ah, c'est intéressant parce que du coup c'était aussi la réponse que je prends du doigt, mais je voulais aussi parler de la cryothérapie parce que pour moi la cryothérapie, on parlait tout à l'heure d'inflammation, la cryothérapie ça stoppe l'inflammation. C'est-à-dire que grâce à la cryothérapie, il n'y a aucune inflammation. Non, mais c'est pas bon non plus. Finalement, Bah, comme on en parlait tout à l'heure. Justement, en fait l'inflammation c'est la crée réponse de notre corps à l'effort. Ouais. Donc l'inflammation est nécessaire. Juste que à l'inflammation sont associées certaines douleurs. Certaines douleurs qui peuvent être gênantes pour la performance. Et c'est pour ça qu'en général, moi, la cryothérapie, je la considère seulement dans un cadre particulier de post-effort pré-compétition. C'est-à-dire qu'avant une compétition, si on veut se sentir au mieux pour performer, la cryothérapie peut être intéressante. Mais il me semble qu'il y a une étude qui a été faite à l'INSEP sur la question de la cryothérapie et qui se rendait compte que le nombre de blessures avait augmenté chez les sportifs depuis qu'on avait intégré la cryothérapie à leurs entraînements. Dans les sportifs de l'INSEP. Les sportifs n'ont plus de limite du coup. Ils sentent plus aucune douleur pendant leur compétition ou même leurs entraînements à haute intensité. Ils ont fait de la cryo, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus de douleur. Donc ils vont au-delà de leur capacité et derrière ça crée des blessures. Hein. Ouais, du coup, ouais, sur le long terme, c'est pas intéressant. Si vous faites ça après chaque séance pour mieux récupérer, en fait, c'est vraiment juste imagé. C'est dans votre tête. Vous allez peut-être avoir une sensation de sérénité incroyable, mais fondamentalement, votre corps, lui, vous aurez juste stoppé l'inflammation. Donc, vous n'aurez pas créé les adaptations nécessaires pour récupérer et vous préparer à d'autres efforts. Parce qu'encore une fois, on rappelle qu'un entraînement, ça rend pas plus fort. C'est la récupération qui est induite après cet entraînement qui permet de progresser.
Donc très bon point, on va dire que vous avez tous les deux bien répondu à la question. Pareil, l'électrostimulation, c'est un peu à controverse, mais on va dire que dans un cadre de récupération, plus que de Plus rééducation guérison, kinésithérapique, oui. c'est intéressant. Maintenant, on va parler du squat, parce que le squat, en fait, c'est réputé pour être le mouvement le plus dangereux en musculation. Bon, ça ne veut pas dire que à chaque squat, vous vous blessez. Mais c'est un des mouvements les plus techniques avec le soulevé de terre où il y a beaucoup de leviers enfin beaucoup d'articulations de groupes musculaires qui entrent en jeu. Moi, je voulais savoir si vous aviez une idée du plus gros squat français qui a été réalisé. Le plus gros squat français de tous les temps. Trésor, il va m'allumer là. Non, vraiment, je sais pas. Mais non, il dit quoi, 600 muscles, 6000 muscles là, je sais plus quoi là. Posez une charge au hasard et puis on verra qui est le plus proche. De tous les temps. Le plus gros squat français, mais du coup en effet force. Moi je parle de en effet force. Fédération. Je dirais 360. Ok. Et toi? Ouais, j'allais m'approcher des 400 moi, mais je sais pas. Non, en vrai, je sais pas trop. Je Non, c'est vais intéressant, aller c'est au-dessus, moi je vais sur 380. Bon, du coup, on va accorder le point à Trésor parce que c'est Aïe. 350. En fait, c'est une performance qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps que ça par Romuald Massé, un powerlifter de plus de 120 kg. Et il a fait ça au championnat de France de force athlétique à Port-la-Nouvelle en 2021. Et il a aussi fait le plus gros bench français. Mais c'est Il en a fait- gros. Ouais, c'est ça. Ah. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a le meilleur squat avec 350 kg, il a le meilleur bench avec 257,5 kg, Oh, frère. et il a le meilleur total avec 905 kg. Mais le deadlift, c'est pas lui qui a le record, parce que le plus gros deadlift français, il a été fait par Stanley Audin, Ah ouais Bretor. 370. Ouais, mais c'est en compète. Ouais, c'était en compète. Ah ouais C'est à cette compète-là. Il me semble que c'était à Port-la-Nouvelle aussi. 370 alors, je crois, Stanley. Ouais, je crois que c'est ça. Et plus gros deadlift français de tout. Il a fait plus, pas en compète du coup, mais il avait fait 380, je crois. Ouais, il avait déjà battu ce record, ouais. Ouais. Ah non, c'est avant la compète, il avait Avant déjà. la compète, Ok. ouais. Ouais, parce que, encore une fois, performer en compète, c'est pas toujours évident. À l'entraînement, on a fait toujours des meilleurs perfs qu'en compétition. Du coup, on va donner le point à Trésor. Et autour de la table, là, juste par curiosité, est-ce qu'on a le plus gros squat du monde? On va pas parler de squat ici. Non, le squat, sujet sensible. En plus, le bon représentant de MVT sur le squat, c'est Victor, et il est pas là, malheureusement, parce que c'est lui qui affiche un très très bon squat. Et nous, avec Trésor, on est un peu à la traîne. Mais c'est pas grave, on travaille. On travaille. Bon, très bon, on a le point pour Trésor. La prochaine question, ça va être à propos des ischio-jambiers. Parce que c'est souvent un groupe musculaire un peu oublié en musculation et même en prépa physique. Sauf que un bon renforcement des ischio-jambiers, ça peut être associé à une bonne prévention des blessures. Donc on va fonctionner à tour de rôle. Vous allez me dire en salle un exercice qu'on peut faire pour travailler les ischio-jambiers. On va donner la main à Pierre, parce qu'il a un point de moins que Trésor. Pierre, tu commences. Dis-nous un exercice qui permet de travailler les ischio-jambiers. Bah, de toute façon, si on est sur du polyarticulaire, le squat, Tout ce que tu veux. forcément. Bah, Sur la remontée ou sur la descente d'ailleurs, le squat. Bah, moi, je dirais déjà, ça dépend de ton squat. En plus, malheureusement, les gens ils font plus du squat en chaîne pause, donc on va dire c'est sur la descente et la remontée. Mais c'est pas, quand tu fais du squat, tu le fais pas pour travailler les ischios. Du coup, je considère que le squat c'est bon. J'avoue que les noms, j'ai les exercices en visu. Bah, les noms des exercices. fais-le en live et nous on va mettre les mots dessus. Bah forcément. Bah je sais pas, tu sais, allongé. Ok, un leg curl allongé. Une flexion de genou. c'est ça. Quoi. Ok, très bien. Trésor, est-ce que tu as un autre exercice à proposer? Bah, nordique. Le nordique, est-ce que tu vois ce que c'est? Non. En fait, souvent c'est fait en club de sport parce que ça permet de travailler les ischios juste avec un partenaire. T'as un mec qui va tenir les chevilles, toi tu vas être sur les genoux et tu vas essayer de t'allonger et de remonter juste en étant en appui sur les tibias grossièrement. Okay. Et donc ça, du coup, c'est une flexion de genou mais en chaîne cinétique ouverte. Du coup, c'est super difficile. Personnellement, j'arrive pas à le faire, mais c'est un très très bon exercice et ça, c'est accessible à tous parce que même si vous êtes capable de vous bloquer les pieds sous un rack, sous une rampe ou je sais pas quoi, vous pouvez travailler vos ischios. Bien sûr. Est-ce que tu as autre chose à nous proposer? J'en ai. Bah, Dis-nous. le soulevé de terre. Ouais, soulevé de terre. Bon pour les ischios. Jambes tendues potentiellement. Enfin, Encore mieux. Encore mieux. Mais ouais, soulevé de terre. Je sais pas, c'est quoi, du good morning ou un truc comme ça genre, Ouais, c'est un autre exercice. Qu'est-ce que tu as proposé, Trésor? Jefferson curl. Jefferson curl. Toute la chaîne post. Ah, mais oui, c'est vrai.
J'ai oublié, j'ai mal connecté, mais le Jefferson Curl, en fait, c'est un délivre de rond. En gros, c'est c'est quand vous allez faire un enroulement total de la colonne vertébrale et que vous allez chercher à mettre les mains le plus bas possible. Souvent, les mecs le font sur un step ou une box s'ils vont très très profondément. Est-ce que je l'ai bien décrit? Ouais, je vois. Justement, je voyais une vidéo hier de Nassim Saïli qui déconseillait à fond Ah ouais? cet exercice. Le Jefferson Curl? Ouais. Ah, je sais C'est pas de qui la est. vie aussi Sur les meilleurs exos, enfin du meilleur au pire sur les Ah oui, exos. non, mais non. L'hypertrophie, bon. Non, c'est pas un exercice intéressant Non. à intégrer dans un cadre Non. un programme de musculation. Non, ouais, Mais en termes de prévention des blessures, c'est intéressant. moi je trouve ça super Si intéressant. c'est pas chargé. Mais de toute façon, l'entraînement en résistance, c'est toujours une question d'être en accord avec Oui, la oui. contrainte, ta capacité interne et la contrainte externe. Tu vas effectivement pas commencer à faire ça à 200 kilos. Ouais. Si tu commences avec un kettlebell de 10 kilos, c'est très bien. Si tu es capable de mettre plus, tant mieux. Bien sûr. Mais oui, c'est incrémental. Tu commences Ouais. avec une charge moindre et tu augmentes au fur et à mesure. Donc non, c'est un très bon exercice. Du coup, Pierre, tu nous as dit le good morning. Ouais. Bah, Ouais, c'est un bon exercice. En fait, ouais. c'est un RDL avec la barre sur les épaules, fondamentalement. Ouais. Ouais, si, bah, ça, de toute façon, chaîne postérieure encore. Ouais, mais, non, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu as autre chose à proposer, Trésor? Bah, je dirais, après, c'est pas prépondérant, mais le glute bridge. Hein. Glute bridge? Ouais. C'est fessier, mais c'est quand même extenseur de hanche. Donc, Ok. c'est Ouais, je ça l'accorde. rentre, hein. C'est les hip thrust. Ouais. Je l'avais celui-là. Mais ouais, là, du coup, là, je l'ai plus. Bon, à moins que Trésor, tu puisses surenchérir avec un autre exercice, vous êtes ex aequo, hein. Ah, j'en ai un. Mais bon, ça revient un peu à ce qu'il a dit, mais c'est quand même un autre exercice, c'est le leg curl Swiss ball. Ouais, c'est ça aussi. Moi, je l'aurais pas appelé comme ça, mais j'y pensais aussi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, t'es allongé sur le ventre au sol, t'as un Swiss ball au niveau des hanches. Et. Ah non, je le Sur décris dos. mal. Ouais, t'es Je décris allongé mal. sur le dos et tu mets donc les talons au niveau du Swiss ball et là tu fais l'extension de hanche et tu dois juste faire la flexion du genou. Et Ouais, l'extension c'est du ça, c'est ça. Est-ce qu'on a bien décrit, Pierre, ou pas? J'avoue, là. genou. En gros, tu vois, t'es sur le dos, là, t'as le Swiss ball là. t'es Trésor, sur le dos. parle face au micro, s'il te plaît. Ouais. T'as le Swiss ball là, t'es sur le dos, t'as les talons qui vont être là et tu vas juste faire ça là. Enfin, En fait, c'est un hip thrust. Excuse-nous, c'est parce que Trésor il a fait un mouvement un peu approximatif. Il est fou, là. Mais en gros tu fais comme un hip thrust, sauf que t'as le haut du dos au sol et t'as les pieds sur le ballon. Ok, ouais, c'est vraiment du gainage ischio, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Mais moi, je pense à un autre exercice qui est pas mal utilisé en prépa physique parce que c'est un mouvement dynamique. C'est quand t'es allongé sur le ventre, t'as le Swiss ball sur les fesses et tu vas venir faire les talons-fesses contre le Swiss ball. oui, je vois. Et ça, Ouais, j'ai c'est pas le du nom de leg curl, l'exercice. finalement. C'est pareil. C'est pas mais vraiment si du ce n'est leg que la curl, mais résistance c'est un travail progressive. contre résistance. Ouais. Mais c'est un mouvement intéressant aussi à faire dans le cadre de la préparation physique, du coup, plus, je dirais, parce que le potentiel hypertrophique de ce genre d'exercice est moindre. Ouais. Donc, C'est du non, renfort. non. Ouais, c'est ça. Et Après, du coup, il y a, si vous faites du foot, il y a c'est intéressant. back extension aussi, hein, parce que ça travaille aussi les extenseurs de hanche. Ça dépend comment on se positionne. Quel exercice c'était? Back Back extension. extension. Ouais, ok. Ça Ouais, dépend du positionnement, mais en soi, on peut. Ouais, très si bien vous travailler arrivez à les bien extenseurs. fixer vos hanches. Après, c'est pareil, sur le même travail, il y a. Je sais, c'est un peu du back extension. Extension. Extension, je sais. Mais avec un kettle sur de la prépa physique exprès pour les sports de combat type lutte, je sais qu'ils font ça Ah ouais. debout. Mais je sais pas tellement quel nom ça a. Les mais- les kettlebell swing. Ouais. Oui. Bah, ça, les swings. Typiquement, Ouais. je pense Ouais, que ça, c'est chaîne pareil, post, c'est super chaîne intéressant. postérieure. Ouais. Puis Ouais, même, bon après vous avez toutes ces variantes-là en unilatéral. Le travail de deadlift unilatéral, c'est stabilité. ultra intéressant aussi pour les ischios. Mm. Les fentes bulgares, il y a des gens qui arrivent à très très bien ressentir les ischios sur ça. C'est Du compliqué. pistol, est-ce que. Ouais, le pistol, je considère que tu avances beaucoup le genou et que tu utilises surtout les Ouais. quadriceps. Après, il y a aussi tu vois, ils font tout ça, les haltérophiles, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est la planche, mais sur le dos. Tu vois, il y a les deux box et ils mettent en général des poids au niveau des hanches et ils maintiennent. Ah C'est oui, vraiment oui. Ah, ouais, Ils ok. laissent les Fortement, fesses chaîne postérieure. ballantes entre Ouais. les deux. Ouais, je vois. Parce que les haltérophiles, ils aiment bien faire ça en général. Ouais, ça c'est tout le corps. Hein. Je dirais pas que c'est juste la chaîne Ouais, post. là, Hein. c'est- Si Ouais. t'engages pas les abdos, en fait. Ouais. Ouais, tu t'effondres. hein. Ouais, non, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, non, moi non plus, j'ai Ah, pas le nom. vous avez vu le. On vous a fait un petit schéma, donc. Ouais, c'est ça. En vrai, il y a plein d'exos du coup pour bosser les ischios. Ouais. Faites-le parce qu'il y a plein de gens qui bombardent les quads parce que c'est devant, il y a plein de chefs, c'est super esthétique, etc. Mais pour la santé de vos genoux,
je vous recommande vivement de faire plus de travail sur les ischios que sur les quadriceps. Bah, de toute façon, il recommande quoi? Un 60-40, je crois, 60 ischio, 40 Voilà, j'avais pas ces données en tête. Il me semble que. Moi, je faisais au moins moitié-moitié. Il me semble que c'est le. Enfin, en tout cas, en termes de force, sur l'isométrique, généralement, sur les machines en ISO, chez les gros kinés, ils recommandent 60% sur les ischios, 40% sur les quadris. En termes de charge, du coup, ou en termes de volume de travail? Sur la force que tu peux développer. Ah, t'as plus de force dans les ischios que dans les. Ouais. Ok, intéressant. Ouais, donc si on n'est pas dans ces valeurs-là, c'est qu'on a un petit déséquilibre. Ouais, il y a peut-être un déséquilibre, mais Ah non, maintenant, c'est intéressant. c'est propre à chacun, je pense. C'est pas, il faut 60-40 pour être en mode sauté, sinon ça Ouais, va pas, ouais. Non, évidemment, c'est arbitraire, c'est à titre indicatif. Mais c'est intéressant de le savoir. Là, en fait, j'ai envie de vous poser une question de nutrition. Du coup, j'enchaîne parce que ça va être technique. On parle beaucoup de récupération du coup là en ce moment, et du coup je vais vous présenter plusieurs aliments et vous allez me dire lesquels de ces aliments ne sont pas bons pour la récupération et pourquoi en fait, parce que du coup il y a plein de choses qui peuvent se justifier dans tout ce que je vais dire. Mais moi je vais vous pointer du doigt les aliments qu'il faut vraiment pas consommer si vous êtes dans une optique de récupération. Donc dans la liste que j'ai, on a la viande rouge, le riz blanc, le café noir, les pâtes complètes, les cuisses de poulet et le vin rouge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, déjà, il y aura viande rouge, ça c'est sûr. Ouais. Pro-inflammatoire, donc. Enfin, dans les grandes lignes, ça va être ça. T'avais dit quoi? 20? 20, je crois que c'est bon, c'est pareil, c'est entier. Enfin, Tout dépend de la dose. Ouais, bah oui, il faut pas se mettre une mine. Hein, Ouais, mais encore une fois, ça c'est valable pour tout. Mais est-ce que Ouais. vous diriez à quelqu'un bois du vin Non. après ton sport pour y récupérer? Non, c'est pas à recommander, mais c'est pas à bannir, quoi. Ok. Ah. Ouais, c'est pas. Ouais, je suis d'accord. En même temps, après, est-ce qu'il y a Ouais. vraiment des trucs à bannir complets? Non. Bon, non, en vrai, non. Il Si tu y a parles de des trucs à recommandations, privilégier, mais en fait, les trucs à bannir, c'est souvent les trucs qui sont consommés en trop grosse quantité et qui n'ont pas d'effet Bah, intéressant. Le café, hein. Ouais, moi en fait, dans la liste que j'ai faite, c'est plutôt café noir et vin rouge que je voulais pointer du doigt parce que alcool et caféine. Ouais. Enfin, je voulais pas dire vodka parce que c'est trop téléphoné, Oui. c'est ça la mauvaise réponse. Mais en fait, l'alcool, ça va flinguer votre sommeil et ça va flinguer votre Ah oui, récupération. Donc, alcool, évitez. Et souvent, le vin rouge, sauf si vous êtes très discipliné sur ça et que vous arrivez à l'apprécier sur de petites quantités. Mais en général, les gens, ils y vont pas de main morte. Et pareil, le café, même si c'est vachement intégré dans notre culture, mais Bah, pour la récup, ouais, c'est. non, Enfin, mais en fait, pourquoi prendre du café pour la récupération? ouais, non, mais Ouais, moi, ça a je pas conseille d'intérêt. même d'éviter le café pour récupérer parce qu'en fait, c'est un excitant non Ouais, énergisant. Ouais, mais en Ouais, pré-workout, oui. après ça. En pré, c'est ouais. intéressant. Ouais. Non, mais du coup, la récupération, je considère qu'on parle après Ouais, Ah oui, l'entraînement. oui. Ouais, Et bah ouais, si, sinon, la viande rouge, c'est café. intéressant au point de vue aussi, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pro-inflammatoires, mais on va dire tout ce qui est raffiné. Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé de riz blanc et de pâtes complètes. C'est que du coup, les pâtes complètes, vu qu'il y a des fibres, ça va être plus intéressant. Mais ouais, la viande rouge, en fait, faut toujours peser le pour et le contre. C'est quand même une source de protéines super intéressante. Bien sûr. On l'a vu dans l'épisode la semaine dernière, hein, la viande rouge, c'est niveau apport protéique, c'est super intéressant, mais c'est pro-inflammatoire. Du coup, est-ce que finalement, on recommande ça? Pas vraiment. Et du coup, pourquoi plus avoir proposé la cuisse de poulet plutôt qu'un blanc de poulet? Est-ce que c'est lié au gras enfin, parce qu'il y a plus de gras dans une cuisse que dans un blanc, mais ou alors juste Pas- c'était histoire de Pas dire une vraiment. cuisse de poulet. Je t'avoue que c'était pas aussi Ok, réfléchi que ça. ok, Non, mais ok. non, la cuisse de poulet, de toute façon, toutes les viandes blanches, c'est pour ça que c'est super populaire en musculation. Hein. C'est des sources de protéines qui n'ont pas, comment dire, j'allais dire d'effet secondaire, mais c'est pas vraiment comme ça que je vais l'exprimer. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'effet négatif. Il n'y a pas de facteurs annexes Ouais. comme Ouais. sur la viande rouge. Donc ouais, sur ça, en fait, faites gaffe, mais il y a des choses à limiter pour votre récup. Bien sûr. Et moi, en fait, la prochaine question que je vais vous poser, ça va à l'inverse de ça, c'est qu'est-ce qu'il faut privilégier pour la récup? Et là, moi, je vais vous parler des eaux bicarbonatés. Les eaux bicarbonatées, parce que ça, c'est alcalinisant. Et en fait, dites-vous qu'après votre séance de sport, vous allez avoir une légère acidose. Hein. C'est contrôlé, c'est maîtrisé, c'est normal. Mais réduire cette acidose, ça va vous permettre de mieux récupérer. Les eaux bicarbonatées, c'est super intéressant pour ça. Donc je vais vous dire plusieurs eaux. Et vous allez me dire laquelle de ces eaux est la plus bicarbonatée. Je vous dis tout de suite, hein, j'en supprime 2 du classement parce que
Il y en a une sur la table, la Vichy ceinture. Et je supprime aussi la Vichy Célestin. Parce que c'est les eaux les réputées pour être les plus bicarbonatés, donc vous connaissez. Du coup, je vais vous parler de la Badois, la Vittel, la Rosanna à la Contrex, Épar, Kézak, Monroku et Harvey. Force mon coup. Ouais, Monroku, c'est pour notre invité parce qu'il aime bien ça. Mais en vrai, il n'y a aucun bicarbonate dedans. Je dirais Rosanna là. Il y avait quoi? Moi j'aurais dit Rosanna ou Kézak là. Ouais, bah, de toute façon, les deux eaux gazeuses, hein, déjà. En fait, dans le classement, celle qui gagne, c'est Harvey. Elle est moins populaire, mais c'est celle-là qui a le plus de bicarbonate. Mais Rosanna et Épar. Vous avez dit quoi? Rosanna et Kézak. Rosanna elle est plus réputée pour le magnésium. Et Kézak, je vous avoue que j'ai pas regardé la fission position, mais pour les bicarbonates, elle en a 3 fois moins que la ceinture. Okay. Donc c'est pas celle-là qu'on vous recommande. Non, parce que là, il y a beaucoup d'eau chargée en magnésium là dans ce que tu as dit. Mais... Ouais, c'est ça, les Contrex, Épar, etc. Contrex, Épar, même je crois, qu'est-ce que tu avais dit? J'ai dit Badois, Vittel, Rosanna, Vittel, Contrex. Vittel, il y a beaucoup de magnésium? Il me semble. Hein. Ah, je suis pas sûr. Il y a beaucoup de merde dans la Vittel. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Il y avait une étude qui était sortie sur les eaux plus chargées en plastique, là, en microparticules. Ah. Je crois que Vittel arrive largement en tête. Hein. C'est très très loin. Hein. Ouais, non, mais du coup, pour la récupération, on vous recommande les eaux bicarbonatées parce que ça va permettre de déjà vous hydrater, donc ça prévient des crampes, mais ça permet de réduire l'acidose induite pendant l'entraînement sportif et donc de mieux récupérer. Donc, retenez la Vichy ceinture et la Vichy Célestin, c'est les meilleurs. Harvey, si vous êtes pointilleux et que vous voulez sortir un peu du lot, elle est intéressante aussi. Et après, le reste, c'est un peu anecdotique, même si la Rosanna est quand même pas mal intéressante. La Rosanna, elle a un goût très fort. J'aime pas trop personnellement. Et elle est plus réputée pour son magnésium. Et vas-y, Trésor. Bon, j'allais dire, par rapport au magnésium, ça serait intéressant de citer notre prof qui s'appelle Déborah, donc très compétente, hein, et qui nous avait expliqué du coup par rapport au magnésium et dans les eaux, c'est que ça va être majoritairement, pas tout le temps, mais ça va être majoritairement de l'oxyde de magnésium. Donc il y a le magnésium érythrocytaire, donc ça c'est celui qui est le plus intéressant, mais l'oxyde de magnésium en fait il va être du coup oxydé, et ce qui peut vous mener à aller à sel et avoir, on va dire, des envies urinaires très importantes. Donc c'est vrai que c'est aussi à surveiller parfois. Ouais, parce que du coup le gain est moindre, l'assimilation du magnésium est moindre. C'est ça. Donc le magnésium, on va le recommander plus dans des aliments. Exactement. Qu'est-ce qui est riche en magnésium? Les amandes, le chocolat noir. Ouais. Et puis sinon vous complémentez. Vous allez chercher sur internet. Hein. Non, on connaît pas tout malheureusement. Mais non, mais le magnésium super important. On a dit qu'on ferait un autre épisode sur les compléments alimentaires, mais je pense qu'on va en parler ponctuellement. Il y a plein de compléments intéressants à pointer du doigt. Et le magnésium, il me semble qu'on a besoin de 1200 milligrammes on a besoin de 1200 mg par jour. Dès qu'on est sportif en fait, et c'est énorme, et votre alimentation ne couvre pas ces besoins-là, sauf que pour la santé hormonale, etc., c'est super important. Le ZMB est fort. Ouais, c'est ça. Bah non, on prend ça parce que du coup c'est le plus simple pour répondre à ses besoins, mais ZMB c'est un complexe qui a été, c'est un complexe qui permet d'avoir une très bonne assimilation, parce qu'on en a déjà parlé, mais un complément, un nutriment isolé sera toujours moins bien assimilé que lorsqu'il est compris dans une matrice nutritionnelle complète. Donc c'est pour ça qu'on conseille toujours des solutions brutes, hein, mais si vous prenez du magnésium, il faut le coupler à du zinc et de la vitamine B6 pour que le tout soit assimilé correctement, et c'est pour ça qu'on parle de ZMB. C'est une très très bonne solution si vous voulez atteindre plus facilement. N'en prenez pas trop non plus, parce que après... Ouais, voilà, chaud, mais là, le problème c'est qu'il y a des petits effets secondaires. Il y a certains qui ont des petits boosts de libido. Donc c'est pour ça qu'on en rigole. Mais plus sérieusement, c'est quand même très important ce genre de complément. Si vous n'êtes pas capable de subvenir à vos besoins juste par l'alimentation classique. Juste pour revenir à l'eau bicarbonatée, est-ce qu'il y a des alternatives non gazeuses? Parce qu'il y a des gens qui ne boivent pas d'eau gazeuse ou juste de boissons pétillantes. Dans ces cas-là, je suis pas sûr qu'il y ait des alternatives. Bah justement, je réfléchis, mais non. C'est pour ça qu'il va falloir
boire de l'eau gazeuse et puis arrêter de faire chier. Ok. Non, sérieusement. En fait, faut que je creuse la question, hein, mais je pense que c'est justement parce qu'elles sont bicarbonatées qu'elles sont gazeuses. Oui. Oui, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que ma question est idiote du coup. Ouais, mais même s'il y a quand même des bicarbonates. Enfin, regarde, dans la Monroucou que tu Ouais, y a chéris rien. tant, Y a rien il y dedans. a 6,30 mg de bicarbonate par litre. 6,30. Dans la Saint-Yor, t'en as 4300. Oui, non, mais de toute façon, dans la Monroucou, il y a rien. Et c'est de l'eau pour bébé, donc Ouais, il y a, ouais, y a- c'est ça. y a aucun minéraux dedans. C'est délicieux. C'est dégueulasse. C'est fade. Votre eau salée, là, bizarre. Dégueulasse. Bon, question suivante. On va parler du surentraînement. Bon, vous êtes tous familiers avec cette notion-là, et moi j'aimerais en fait que vous pointiez du doigt à tour de rôle des symptômes possibles de surentraînement. On va donner la main à Trésor cette fois-ci. Trésor, dis-nous en fait un des symptômes possibles quand on est en potentiel surentraînement. Bah déjà ça va être la baisse de performance. Ok. Il va y Top. Ah. On s'arrête là, on va donner la main à Pierre parce que sinon il n'aura plus rien à dire pour se la lancé. Non, bah, une fatigue excessive, de toute façon. Ouais, baisse de performance, fatigue physique. Ouais, fatigue physique accrue, ouais. Bah par rapport à l'état psychologique, il va y avoir peut-être potentiellement un état un peu dépressif. Ouais, exactement. Bah ça, du coup, on peut l'associer à une forme de fatigue mentale, Ouais. perte de motivation, etc. Bon, là, je sais même plus si on est sur des symptômes, mais il y a des fractures de fatigue qui peuvent apparaître maintenant qui sont pas forcément hyper violentes et qui empêchent pas forcément de s'entraîner, mais. Ouais, on va dire généralement, la fatigue induite et le niveau d'entraînement qui baisse pas, ça peut amener à des blessures. Si on parle de fracture de fatigue, c'est peut-être un cas, oui, c'est. un cas bien extrême, mais non, ça rentre en compte. Donc, ouais, très bon point aussi, les blessures, l'apparition de blessures. Je dirais tout simplement baisse de motivation, hein. Donc l'envie d'aller s'entraîner se dissipe un peu, donc Ouais. c'est un des symptômes. T'as autre chose à ajouter, Pierre, ou pas? Je crois que je suis à court. Hein. Trésor, t'en as encore d'autres là? Non, en vrai. Non, bah du coup, on a parlé de la fatigue physique, la fatigue mentale, les performances réduites et les blessures. Ça peut se manifester seulement par des petites douleurs musculaires, hein, des douleurs musculaires persistantes. On peut aussi avoir l'apparition de certaines maladies. Ouais, tout est associé en fait. Le corps, quand tu le mets à mal et tout, il répond plus correctement. Le système immunitaire est plus à la hauteur. Donc, sur ça, faut être attentif. Et il y a aussi des gens qui parlent de changement d'appétit. Moi, je vous avoue que je suis jamais, j'ai jamais ressenti ça, donc faut voir, mais ça à prendre en compte aussi. Et sinon, l'autre point très important que vous n'avez pas cité, c'est les insomnies. En fait, en surentraînement, on peut avoir des insomnies, donc j'espère que parmi vous, ceux qui nous écoutez, il n'y a personne qui répond à tous ces points-là, sinon faut remettre en question le programme et les méthodes de récupération mises en place. Mais voilà, faut être sensible à ça parce que nous, on aime s'entraîner, on est un peu acharné sur ça. Encore une fois, la partie d'entraînement, c'est toujours celle qui paie le plus. Mais dès qu'on parle de discipline dans l'assiette, discipline autour du sommeil, là, il n'y a plus personne. Trésor, c'est un très bon exemple. Parce que ce qui compte, c'est de réussir à mettre un cadre autour de son entraînement pour que la performance, enfin la hausse des performances se fasse bien. Du coup, attention à ne pas dépasser votre capacité de récupération. Bon, sur ça, j'accorde pas de points, mais de toute façon, je me rends compte que je compte plus trop. Non, mais je suis en tête de toute façon. J'aimerais faire une dernière question en fait pour finir cet épisode. Et j'aime bien finir par des enchères. Le principe des enchères qui a été volé totalement à Rap Jeu, hein, c'est que je vais vous poser un thème et vous allez devoir me donner un maximum de réponses en rapport avec ce thème. Mais d'abord, on a une phase d'enchère où on va essayer de décider de qui va citer toutes ces choses-là. Et le thème du jour, c'est des exercices épaules. Donc j'ai pris volontairement quelque chose de très très large, mais c'est parce que l'épaule, ça se travaille d'un point de vue hypertrophique, et ça va être les exercices les plus faciles à citer. Mais il y a aussi beaucoup d'exercices d'échauffement, de prévention des blessures et même de rééducation qui peuvent être pointus du doigt. Et moi, c'est pour ça que je veux faire ce sujet-là, c'est que ça va mettre en avant certains exercices que vous connaissez peut-être pas, qu'on va pouvoir expliquer et vous faire intégrer dans vos protocoles d'échauffement ou de récupération pour prévenir d'éventuelles blessures,
améliorer la performance. Parce qu'on rappelle que biomécaniquement, le complexe, le paradoxe de l'épaule, c'est qu'il y a un fort enjeu de stabilité, mais de développement aussi de force. Donc il faut prendre soin de ses épaules. Est-ce que vous êtes chaud sur ces sujets-là? Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup de choses à proposer ou pas? Alors, est-ce qu'on prend en compte les exos où l'épaule entre dans l'action, ou est-ce que c'est vraiment Ouais, exclusivement Justement. un focus épaule à mort Je vais pas sur dire un focus l'isolation? épaule, mais je veux dire que l'enjeu principal de ton exercice, ça doit être de travailler les épaules. Du coup, si tu me dis développer coucher Oui, barre, voilà. je vais te dire non. Ok. L'épaule entre en compte, l'épaule travaille, le deltoïde antérieur est un moteur principal, un des moteurs principaux du mouvement, mais c'est pas un exercice épaule. Ok. Mais là, Pour autant, il y a beaucoup d'autres variantes où le moteur principal, c'est l'épaule. Et là, Mais je du te coup, je te la l'accorderai, mais limite, du coup, je me ferai arbitre de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça dépend de vos enchères. Mais si vous montez à 10 exercices et que vous m'en citez 10, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à essayer de trouver des exercices genre développer, coucher, focus, épaule. Non. Ouais, peut-être Trésor. Ah, pas besoin. Moi, 10 exercices, c'est déjà bien. Ah, du coup, on lance les enchères à 10 10. Moi, je vais dire. Ouais, mais ça veut dire que. Bah, Faut essayer de bluffer, faut essayer de le pousser un peu dans ses retranchements. non, mais. Déjà 10, c'est déjà pas mal. Oh, menteur, mais quel menteur. Allez, 11. Ok, 11 pour Pierre. Est-ce que tu surenchéris Trésor? L'enfoiré. tu peux dire non, hein. Tu peux lui dire vas-y gros, fais tes 11 exercices. C'est l'enfoiré. Bah, allez, je vais dire 12. Compétiteur. Ok, c'est bien, c'est bien. Non mais c'est bien, ça pousse le truc vers le haut. Est-ce que Pierre, tu surenchéris? Est-ce que tu penses... Ouais, je pense que tu peux en placer un plus. On parle d'exercices de musculation, exercices de renforcement. Il y a les exercices barre, haltère, poulie, les exercices poids du corps, Ouais. les exercices élastiques. Donc, je pense que vous pouvez y aller. Bah, 13, allez. 13 ça l'enfoiré. peut le faire, je pense. Bah, allez, 14. Hein. Ah, c'est joueur, hein. C'est joueur. Ouais, non, mais... Il veut les faire, ces enchères. On rappelle que la semaine dernière, Trésor a échoué sur les exercices, les variantes de squat. Ouais, je m'arrête. 14. Ouais, je suis pas sûr. Attendez, il y a juste un que. J'en ai un en Oh tête. là. Il faut que j'ai le nom. On a la recherche internet. Là. Aïe, 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 Non, faut aïe. que aïe. j'ai juste le nom, mais j'en ai un. Non, mais Non, tu, mais ça va être tu intéressant décriras, parce que le but, t'inquiète c'est pas. aussi... Tu c'est décriras aussi- Non, mais parce qu'il y a l'exercice. une minute, je sais qu'il va me Ouais, c'est ça. L'enjeu, c'est de placer les... Du coup, on se place sur 13 pour Non, 13 ans. mais garde-le pour la fin, et à la fin, on te laissera plus de temps pour l'expliquer, mais Ouais, on sait c'est que ça. tu l'as. On sait que tu l'as. Non, Va mais pas ouais, c'est ça. commencer à- Triche pas. Regarde-le, Il y là. a Trésor qui triche, là. Il a Trésor, tapé il- exercice épaule idée. Non, pas du tout. Idée. Bon, du coup, on se place sur 13. Ouais. Même pas le nom, putain, il fait chier. C'est pas grave, tu décriras. Parfait. Tu nous feras un mime et puis on te validera Voilà. et tout. On vous décrira ce qu'il fait pour vous, auditeurs. Donc, je vais lancer le chrono. Tu verras pas le chrono, hein, je veux que tu te concentres seulement sur tout ce que tu vas nous expliquer. Et explique pas forcément les exercices. Non, bah, Si non, à la fin, c'est- au moment d'expliquer les choses, on se rend compte que c'est nimp, bah on te retirera les points que tu auras gagnés sur ça. Mais je pense que 13, c'est abordable. Je t'avoue Ok. que moi, je me suis prêté au jeu et j'en ai placé 13. Oui, j'ai dit 14, hein, je crois. Non, c'est moi, je devais surenchérir. Ouais, non, 14. justement. Ah, Il devait dire 14 Ah, pour, ok, ça va. pour Ok. prendre la main. Oh, 13, ok. C'est Du coup, on est parti pour 13. 1 minute 30 en vrai. Oh là là, ça y est. 1 minute 30, c'est beaucoup, hein. Allez, Moi, j'ai fait en 10 minutes. Vas-y, 1 minute. Allez, quand tu veux. Donc, overhead press, élévation latérale, élévation frontale, crucifix, Cuban press, polyquin press. Il va y avoir, je sais plus comment on appelle ça là, Bah, alors, on s'en fout. élévation, je sais pas, postérieure là pour les deltoïdes postérieurs. Ouais, l'oiseau. Ouais, l'oiseau, voilà, oiseau buste penché. Il va Mets-toi y bien face au micro. Ouais, il va y avoir handstand push-up. Bien. Il va y avoir justement celui que je voulais dire, mais c'est le kettlebell, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, C'est développer au niveau de la kettlebell. boucle, tu vois. Ok. Reste devant le micro où je t'enclenche. Au niveau de la boucle. Après. On a combien là? J'ai pas compté. Enfin, j'ai Je vu crois que- 9. Ok. Après, est-ce qu'on compte élévation latérale à la poulie? Ouais, si tu veux. Ça sent... Tu vas perdre. Il me reste Oh, c'est trop. Bah, du coup, élévation frontale à la poulie, élévation. Ah, push press. T'as Il déjà y a- dit. Non, il a pas dit. Il a dit strict press. Thruster.
Après, bon, c'est vite fait. Non, par contre, j'en ai vraiment un, c'est De toute façon, le temps, il est passé. développer gros. épaule. Mais tu vois, le développer arrière, là, je sais plus comment on appelle ça. Développer nuque, là C'est comme... Développé militaire, genre. Voilà. Ah ouais, Développé nuque. ouais, mais Ça ça c'est compte. pareil, hein. Apparemment Ça c'est pas top. Hein. Ça compte. T'es à 13, là T'as Non, perdu, force à j'en ai- toi. Ouais, non, mais le problème, en fait, c'est que je pense que t'as les 13. Mais Bah, il faut du beaucoup temps, de il faut du temps de réflexion. Et t'as dépassé le chrono, on est déjà à 1 minute 30 là. Donc, Donc, il a eu, c'est 1 minute 30. c'est un échec. Je pense que finalement, c'est Pierre qui gagne le jeu. Hein. Trésor a déjà été détrôné. Non, on refera le décompte. Je réécouterai le podcast et je vous dirai qui a gagné. Mais non, en vrai, c'est intéressant. T'as parlé de plein d'exercices au début. Là, t'as dit plein de mots avec presse après et je connais pas forcément tout. Ouais, Polycan Press, Hawaiian Mais Press, le développé polyquin, c'est quoi déjà? C'est en gros, t'es sur le dos. Et en gros, t'as les haltères comme ça. Et tu fais, c'est pour rotateur externe. Et tu fais comme si tu voulais aller faire un. Il s'éloigne du micro. Enfin, Ouais. moi, du coup, je l'entends, C'est- mais c'est utilise le bras. C'est comme si tu voulais aller en. Comment on appelle ça? En pullover. Et en Ok. gros, après, tu reviens. Et tu restes un petit peu avec chaque fois un angle de coude à 90 degrés. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Il faudrait visualiser. Enfin, si vous voulez, je peux. Enfin, je sais pas, on pourra le partager sur la story. Ouais, MBT. il fera des reels. Voilà. Et Cuban Press, c'est quoi? Cuban Press, bah, c'est ce que je fais là, tu vois. Quand t'es. Ah, ok, tu vois, ouais. quand t'as la barre et tu la ramènes. C'est marrant, c'est pas du tout en presse. Pour moi, Ouais. c'est vraiment juste du Hellfly. Mais, Mais c'est intéressant. ça s'appelle comme Ça, Hellfly, t'aurais pu le citer aussi. Ouais. C'est l'exercice que je te décrivais l'autre fois. C'est Oui, c'est celui où tu traverses juste la Ouais, les rotation trois externe. coiffes. Ouais, les en vrai, coiffes, ça, j'ai- sur les Putain, c'est trois vrai que- positions. Ouais, sur les trois J'ai axes. oublié ça. Coude au corps, coude à hauteur d'épaule Ouais, et de coude face à l'épaule. Pour travailler les rotateurs externes qui sont stabilisateurs sur tous vos mouvements de développer. Ok, super intéressant. Il y a plein d'autres exercices que tu aurais pu citer. La poulie Mais- croisée, deltoïde antérieur. Ça me détruit ça. Tu le fais ça? Ouais. Moi, je travaille pas le deltoïde antérieur, je t'avoue. Non, Ah ouais bof, si, Ouais. moi, quand même. Le mec, il a des épaules. Bah, tout ce qu'il faut pousser, Trésor, il fait. De toute façon, dès que c'est pouce, dès que c'est push, Trésor, il est là. il est content. Ah ouais, c'est intéressant. Moi, j'avais d'autres exercices en tête, mais du coup, c'est propre à l'haltéro. Mais tu as parlé du push press, du coup, je suis content parce que c'est un bon exercice pour travailler sa coordination membre inf, membre sup. C'est juste un développé militaire où vous allez tricher en mettant l'élan avec des jambes. Donc, c'est un bon exercice si jamais vous voulez avoir un peu plus, une série un peu plus longue et que vous sentez vous cramer. Ouais, c'est un développé militaire strict. debout. Debout avec Bah, t'as avec l'aide un des élan, membres quoi. inférieurs, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, enfin, c'est tu quand vois, il y on a des gens galère, qui- quoi. Mais ça ressemble un peu Ouais. à un thruster en vrai, mais thruster, c'est, je pense, l'amplitude elle est plus basse. En fait, le thruster, c'est tu fais un squat. ouais, un Et squat. tu commences ton développé militaire à partir du moment où tu es en bas Ouais. de ton squat. Sauf que du coup, tu utilises les jambes pour ça. Mais enfin, ce thruster, c'est un mouvement de crossfit. Hein, c'est un truc un peu barbare, mais c'est super technique, super cardio hein, comme exercice. Mais moi, en tout cas, je le pratique pas. Mais du coup, sinon, sur les exercices qu'on a cités, il y a plein de choses intéressantes. C'est vrai que travailler avec un kettlebell pour travailler la stabilisation, parce que du coup, on n'a pas le poids dans la main, on a le poids au-dessus de la main. Ça force à travailler du coup tous les muscles profonds qui vont être responsables de la stabilisation sur le mouvement. Et le Hellfly classique, développé militaire pour le deltoïde antérieur, les élévations latérales incontournables, élévations Shaojun aussi qui sont très populaires parce que du coup on travaille les épaules dans toute leur amplitude. C'est quand on part des hanches et on finit au-dessus de la tête en gardant les bras tout le temps tendus. C'est un exercice intéressant. Après, il y a des mecs qui s'amusent à faire du Développer, javelin press ou je sais pas. Développer Arnold. Ouais, ça aussi, je l'ai cité, moi, développer Arnold. Bon, même s'il a, Ouais, bah il s'avère finalement pas très efficace, mais c'est Mais il fait c'est partie iconique. des exos, hein. C'est iconique. c'est sûr. Je sais pas si du développé incliné alter parce qu'on est quand même Ah, ouais. sur un travail de pec, mais bon. Non, ouais, moi je considère qu'à partir d'une certaine inclinaison, t'es plus sur, T'es plus sur sur la les tête, épaules ouais. que sur les pecs. Moi je dirais même en fait le développé incliné, c'est seulement le premier cran d'inclinaison qui te permet de travailler le haut des pecs et qu'au-delà, Ouais. t'es déjà trop sur une composante épaule. C'est pour ça que je travaille pas le deltoïde antérieur. Hein. En fait, si vous voulez développer le chef claviculaire des pectoraux, le fameux haut de pec, il faut inhiber au maximum le travail du deltoïde antérieur. Et si vous avez un deltoïde antérieur très très fort, sachez que de toute façon biomécaniquement il est toujours plus avantagé que le haut des pecs. Donc pour développer le haut des pecs, faites pas d'élévation frontale déjà. En vrai, développer vers le haut des pecs, faites des pecs. Bon, les gars, merci beaucoup pour cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à notre invité, hein, quand Ouais, même, merci faut le beaucoup. souligner. Plaisir. Merci à Pierre d'être venu parler de ses petits problèmes avec la kinésithérapie.
c'est très intéressant de creuser un peu cette question-là, hein. On sait que nous, en tant que sportifs, on travaille beaucoup autour de la nutrition et de l'entraînement. Du coup, on se concentre sur ça, mais être capable aussi de prévenir des blessures et potentiellement de revenir de blessures, ça fait partie de la carrière d'un sportif. Donc, soyez critiques envers les services qu'on vous propose. En tout cas, nous, on espère qu'on vous donne un maximum de clés pour que vous soyez armés face à un professionnel qui affiche un très très beau diplôme, mais qui présente des services totalement médiocres. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et victoire de Pierre aussi sur le jeu. L'outsider a détrôné Je suis pas le sûr trésor. qu'on va raconter. Ah, on racontera les points, mais ouais, pareil, le jeu, on espère que ça vous fait, que ça vous apporte des informations, que c'est ludique, etc. C'est vraiment le but. Et bon, c'est encore une fois quelque chose qui est destiné à évoluer. Si vous avez des idées, comme d'habitude, il faut les soumettre. Le compte Instagram est fait pour ça. On essaiera de mettre des stories pour vous faire interagir par rapport à cet épisode. Et ben sinon, les gars, moi je vous libère là. On a fini pour cette émission. Merci à vous. On va retourner à nos cours. Hein. Ouais, on va Le retourner DNH. bosser. Et vous aussi, il faut retourner bosser. On va bosser. Merci les gars. Ouais, merci à vous. Ciao. Salut.